Alors, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vos différentes semaines se sont bien passées. Bonsoir particulier à M. Drissa, M. Ouedraogo, M. Kassoum. Voilà. HP, merci de vous présenter. M. Josué Sanou. Ensuite, M. Souleymane Diarra. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir, Monsieur Badou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bado. J'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir, Monsieur Bado. Et votre journée. Ok, bonne séance à nous tous. Merci. Bonsoir à Bonsoir, tous. Monsieur Bonsoir, Bado. Monsieur Ballot. Oui, bonsoir, Monsieur Bado. C'est Monsieur Douaneau, HP. D'accord, M. Dogno. Comment vous allez? Vous nous rejoignez finalement en ligne. Oui, je vais bien. Comme vous avez raté le coup la dernière fois, j'ai tenu à suivre ça en ligne. D'accord, donc bonne séance à nous. Alors, d'accord, il est 27. Voilà, il est 27. Rapidement, un rappel sur ce qu'on a vu la séance passée. C'est que, on n'était pas beaucoup en ligne. Voilà, ça se comprenait. C'était la finale, voilà, la finale de la CAN, tout et tout. Donc, très rapidement, on fera une petite synthèse avant donc de poursuivre avec le module aujourd'hui. Voilà. Donc, rappel, voilà, sur ce qu'on a vu. Un volontaire pour nous rappeler ce qu'on a vu le dimanche passé, le management environnemental. Monsieur Josué Sadou, vous pouvez nous aider? Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Ballot. J'espère que vous Alors, allez bien. Bon, pour ma part, ce que j'ai pu retenir en ce qui concerne le cours passé, on a parlé du management de l'environnement. Euh, bon, là, on a un peu défini l'environnement comme tout ce qui nous entoure et aussi le système de l'environnement qui est constitué, bon, des interactions qui se produisent entre les différents éléments et qui constituent l'environnement. Je pense aussi qu'on a eu à parler euh, bon, de la pollution. On a vu que lorsqu'on parle des risques, c'est dans le côté de l'entreprise, mais au niveau de l'environnement, on parle plus d'impact environnemental. Et bon, là, on a essayé d'énumérer les impacts potentiels qu'on peut avoir sur l'environnement, qualité de l'air, l'eau et tout, même les animaux. Bon, aussi, on a eu à parler des principes fondamentaux. Ou si je me rappelle bien, avec la prévention, la précaution et le principe, bon, il y avait quatre principes en tout. Et pollueur, payeur, bon, et deux autres. Je me rappelle pas très bien. Bon, on a essayé de définir ces différents principes-là, leur implication pour un HSE. Voilà. Bon, de façon un peu succincte. Bon, je sais, on a aussi parlé de l'empreinte carbone, de comment est-ce qu'on peut estimer l'empreinte carbone. Voilà. On a parlé même du carbone, du méthane aussi, qui est un gaz qui a un fort impact
sur le changement climatique. Bon, on a eu à parler aussi de processus d'élaboration de la notice d'impact environnemental et social, les différents aspects les différents procédures qu'il faut respecter pour pouvoir et et faire l'évaluation environnementale et sociale. Bon, je pense que dans l'ensemble, c'est ce que je pouvais dire. Allô? Vous me recevez? Oui, merci, Monsieur Sano. Voilà, merci pour ce résumé-là. Voilà, donc, s'il y a des ajouts, voilà ce que Monsieur Sano vient de dire, ça sera déjà la bienvenue. Ou sinon, s'il y a des questions, pour ceux qui n'ont pas pu suivre ou qui, après lecture, voilà, ont quelques incompréhensions ou souhaitent qu'on discute sur certains points, voilà, donc, vous pouvez y aller. Donc, déjà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, M. Sanou faisait donc le rappel de ce qu'on a vu la séance passée, c'est-à-dire dimanche. Donc, dimanche particulièrement parce que c'était la CAN, il n'y avait pas beaucoup de personnes vraiment qui étaient en ligne. Donc, on avait tantôt parlé du management environnemental. Donc, ce qu'on demandait, si certains, après lecture, avaient eu quelques difficultés ou souhaiteraient qu'on revienne sur certains points plus spécifiquement avant de commencer avec le module d'aujourd'hui. Madame Soulama, le micro ouvert. Oui, bonsoir, Monsieur Bateau. Ah, Madame Soulama, comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Ça va très bien. Ok. Bonsoir à tous. Là, moi, mon inquiétude se trouve au niveau du gaz à effet de serre. On a eu à C'est ça. présenter un schéma et puis expliquer. Vraiment, je n'ai pas bien saisi l'explication C'est ça. du schéma là. Merci. D'accord. Merci. Alors, donc, déjà, très rapidement, avant, est-ce qu'il y a des questions pour que dans le résumé, je puisse m'attarder sur certains points? Est-ce qu'il y a d'autres questions à part la question de Madame Soulama? Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense on va donc débuter. Déjà, je rappelle que c'est un très bon module. Voilà. Pour ce qui est du management environnemental. Voilà, donc déjà par le E du QHSE, nous sommes appelés donc à manager l'environnement. Donc, manager l'environnement, c'est mettre en place un ensemble donc, de moyens d'action partant même de l'état initial de l'environnement qu'on avait trouvé et ensuite faire ce qu'on appelle le suivi environnemental pour ce qui nous concerne avant, pendant et après le projet. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu quand même mettre ce module-là dans le cours. Voilà, pour que à l'intérieur du management, on puisse déjà avoir une ouverture sur quand on parle d'environnement, qu'est-ce que ça doit représenter pour nous en tant que QHSE? Quels sont les éléments qu'on doit pouvoir regarder? Parce qu'en économie, si le manière d'apercevoir l'environnement peut être différent par rapport aux médecins, peut être différent par rapport à chaque domaine donc d'activité. Et donc, vous allez voir que par la suite, par exemple, le second cours qui va terminer avec l'environnement, ça sera la typologie et la gestion des déchets, chose qui est déjà faite avec ceux qui suivent en présentiel, et comment gérer les nuisances en entreprise. Et donc, pour revenir au management environnemental, avant donc de parler du management, il faut connaître déjà ce que c'est l'environnement. Et donc, on avait dit que l'environnement, qu'est-ce que c'est?
C'est un ensemble donc d'éléments contenus dans un système. Et quels sont ces différents éléments-là? C'est l'eau, l'air, le sol, l'homme lui-même, la faune, la flore. Donc, c'est tout ce qui entoure l'homme, y compris l'homme lui-même. Ils vont vivre ensemble comme un système. Et les différentes interactions que ces différents éléments-là peuvent avoir les uns aux autres pour contribuer à un même objectif. Quand on prend l'être humain, sa définition de base, il est constitué comme un système. Différents organes qui ont différents rôles, mais qui contribuent à un seul même objectif. Ou si un a mal, ça peut affecter l'autre. Donc, c'est comme ça aussi l'environnement. Et donc, comme l'État, qui est le premier garant de l'environnement, vient dire, les entreprises viennent, ils payent le PIB, ils contribuent plutôt au PIB, etc., etc. Protégeons l'environnement. Parce que lorsque l'autre, mon voisin, par exemple, pollue l'environnement de son côté, si je n'y prends garde, je suis moi-même acteur de cet environnement et je peux être exposé de façon directe ou indirecte. Donc, l'État, qui est le premier garant, commence à mettre donc des garde-fous comme en santé sécurité à travers le Code de l'environnement et même des directives à l'international. Et donc, on finit par voir que de la même manière qu'il y a des principes en santé sécurité, il y a aussi des principes qui accompagnent l'environnement, lesquels on a 4 principes en environnement. Le principe déjà de prévention, précaution. Prévention, avant la mise en place du projet, on va faire déjà une étude. Ensuite, on verra les différents impacts parce qu'on a dit qu'en environnement, on parle d'impact, on ne parle pas de risque. On va faire une projection sur les impacts que peuvent générer nos activités avant, bien sûr, la mise en place de l'activité. Et donc, prendre des mesures pour éviter que cela n'arrive pendant même le déroulement de l'activité, à travers donc des moyens de précaution. Donc, ça répond à quel principe? Le principe donc de prévention et précaution. Ensuite, le deuxième principe dit, il peut y avoir des gens qui vont peut-être avoir des défaillances dans le plan de prévention et de précaution. Donc, appliquons un deuxième principe qu'on va appeler le principe du pollueur-payeur, qui dit que celui qui pollue doit payer, celui qui pollue doit réparer, parce que l'environnement, il n'est pas propriétaire de l'environnement, c'est nous tous, l'environnement nous appartient nous tous, à travers des taxes, des redevances, etc., etc. Ensuite viendra donc le troisième principe qui dit que quoi? Vous venez vous implanter dans un milieu hostile qui était peut-être déjà habité par les oiseaux, par l'environnement, avec toutes ces composantes qu'on a déjà vues. Donc, le principe nous dit l'information, donner l'information et inviter cette communauté-là à la participation. Donc, l'information et la participation donc, du public dans nos projets. Aujourd'hui, qui est beaucoup plus donc, quoi, développé avec le côté RSE et la relation communautaire pour d'autres. Et ensuite, on va terminer par le dernier donc, principe donc, du management donc, de l'environnement. Après donc, ces 3 principes-là déjà qu'on vient donc de voir. Et donc, voici donc ces principes-là donc, qui viennent, euh, comment je vais dire, encadrer l'environnement. Principe de précaution, prévention, principe de pollueur-payeur et le principe maintenant d'information donc, et la participation donc, du public. Et pour terminer cette roue, on nous dit, de la même manière que vous mettez le curseur à un certain niveau, terminez par ce qu'on appelle quoi? L'amélioration non continue à travers la non-régression. Ne régressez pas, ne faites pas machine en arrière, mais si vous mettez le curseur environnemental à un certain point, soit vous dépassez ce curseur-là, mais ne régressez pas, qui va répondre au dernier principe qui est le principe de la non-régression. Voici un peu les référentiels, plutôt les 4 principes qu'on avait vus. Ensuite, on vient voir qu'il y a des référentiels en environnement, lesquels qui sont très, très importants pour le domaine QHSE. Lesquels référentiels? On avait vu le BGS. Le BGS qui est le BEGES, ou encore d'autres côtés, on va parler donc du bilan carbone. Le BGS, c'est le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi parler donc du bilan des émissions de gaz à effet de serre? Partant de la définition
répond à quoi? Avec la définition déjà de l'environnement de débat, avec la COP aujourd'hui qui dit attention, qui nous alerte. On parle aujourd'hui du changement climatique, de la désertification, où au Burkina aujourd'hui, on voit que la plupart donc, des endroits aujourd'hui vivent dans ces déserts en fonction qui intègrent donc cette variation donc, de climat d'un pays à un autre. Et donc, on nous interpelle à travers la COP au niveau international, où aujourd'hui, on a plusieurs pays qui sont membres dans cette même COP-là. Et donc, on dit à ces pays membres-là, allez-y, soyez donc des artisans pour pouvoir donner l'information à votre peuple de faire attention. C'est-à-dire, bien vrai qu'ils fassent leur activité, mais n'ont qu'à tenir compte des effets donc, de serre. C'est dans cette logique-là qu'on donne donc des objectifs à chaque pays, où on amène chaque pays à faire ce qu'on appelle la contribution déterminée nationale chaque 5 ans. En Afrique, le Burkina, je pense que la prochaine session se fera en cette année, en 2026. La Côte d'Ivoire l'a déjà fait en 2025. Donc, chaque pays essaie donc de calculer l'émission globale de son pays et va proposer donc un plan d'action pour pouvoir réduire donc son émission globale donc, quoi, sur le plan international. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on met ensemble, à travers donc, les directives donc, du GIEC 2006, GIEC 2006, un ensemble donc d'exigences et un ensemble donc d'outils, de logiciels pour aider chaque pays à pouvoir calculer le bilan d'émissions carbone. Ça, c'est à l'échelle pays ou aussi à l'échelle individuelle, que chaque personne soit responsable donc de son émission. Parce qu'on a compris que, en fait, il y a changement climatique parce qu'il y a certains gaz qui ont un potentiel réchauffement global. Et donc, on a fait déjà un inventaire de ces gaz-là, où certains gaz tels que le CO2, tels que l'ozone, tels que les gaz fluorés, tels que plusieurs autres gaz, le méthane par exemple, ont un potentiel réchauffement donc, sur le changement climatique. Et donc, ils vont contribuer à promouvoir l'effet donc, de serre. Et donc, qu'est-ce qu'on dit maintenant? On invite, en Europe par exemple, c'est une réglementation où on contraint chaque pays, chaque entreprise plutôt, à pouvoir calculer son bilan d'émissions carbone. On a une valeur limite qui est donnée par l'État. Chaque entreprise doit calculer son bilan carbone. Si elle a dépassé la valeur limite, elle répond par le principe du pollueur-payeur en payant des taxes. Si elle n'a pas atteint sa limite, elle peut revendre donc quoi, l'excédent là, ou encore le déficit là, d'autres qui ont dépassé. À travers aujourd'hui, on parle même d'il y a la bourse même du marché carbone qui est en marche. Et donc, ça amène chaque entreprise à pouvoir le faire. En Afrique, je rappelle que ce n'est pas une exigence. Ça peut être une exigence au niveau national, mais à l'échelle individuelle, à l'échelle industrielle, à l'échelle d'entreprise, elle n'est pas encore une exigence. Mais c'est toujours la bienvenue parce que de la même manière que les choses évoluent, il va arriver dorénavant que toutes les entreprises seront contraintes à pouvoir réaliser donc leur bilan d'émissions carbone. Et comment ça se fait? Pour faire le bilan d'émissions carbone, ils interviennent plutôt, elles sont catégorisées en fonction donc, des scopes. La scope 1 parle donc des émissions directes. Quelles sont les émissions directes? On va venir chez Madame Soulama à la maison. Si on veut calculer le bilan d'émissions de Madame Soulama, on va dire quelles sont les émissions directes des équipements fixés dans l'entreprise de Madame Soulama. On va regarder par exemple les gaz qu'elle peut émettre qui ont un potentiel réchauffement, forcément le CO2. Si elle fait l'agriculture ou encore d'autres choses, on peut avoir le méthane. Si elle a la congélation, si elle a le frigo, la climatisation, on peut avoir des gaz fluorés. Donc, elle a déjà des gaz qui ont un potentiel de réchauffer. On va identifier les quantités. On va regarder si elle a, par exemple, comment je vais dire ça, les équipements, j'oublie facilement ce nom, les équipements qui permettent en cas de coupure d'énergie, hein. Voilà, les groupes électrogènes, par exemple, où il faut mettre du carburant, du gasoil. Le carburant du gasoil, une fois brûlé, va émettre le CO2. Donc, on va calculer à partir de la scope ces émissions directes. On va regarder, voilà, les quantités consommées directement. Il consomme donc son groupe électrogène. Ensuite, on va regarder encore ces climatisations. Ça, ce sont des émissions directes. La deuxième scope nous parle des émissions indirectes, consommation des énergies fossiles. Ça, c'est la Sonabel. On prend directement sa facture pour pouvoir la consommer parce que
Les énergies fossiles qu'on utilise, ils vont s'épuiser demain, raison pour laquelle on nous conduit vers des alternatives des énergies renouvelables. Donc, on va lui demander, par exemple, voilà, sa facture. Sur un an, sur un mois, on va voir déjà qu'elle consomme combien de kilowattheures. Ensuite, la SCOP 3 va parler des émissions indirectes, d'autres émissions indirectes telles que le transport. On va voir son véhicule, si elle consomme le gasoil ou l'essence. On va prendre sa quantité sur la période d'année. Voici toutes les quantités qui sont déjà données. Ensuite, les différentes directives, que ce soit du GIEC, du bilan carbone, ont attribué des facteurs d'émission. Les facteurs d'émission, ce sont les chiffres qui sont connus sur le net. Donc, on va prendre les différentes quantités qu'on a trouvées, multiplier par chaque facteur d'émission pour calculer globalement maintenant le bilan d'émission de Madame Soulama. Et on va obtenir une valeur. C'est cette valeur-là, on va interpréter cette valeur et proposer des pistes de réduction en investissant quoi sur des énergies renouvelables. Parce qu'on va lui dire, pour réduire par exemple ta consommation d'énergie, mets des plaques solaires. Voilà, ton engin, il faut faire telle maintenance répétitive. Ça contribue aussi à la performance globale de l'entreprise. Donc, voici un peu, Madame Soulama, un petit résumé sur le BGS. D'autres aussi peuvent faire beaucoup de recherches là-dessus parce que c'est quand même très, très profond. Donc, c'était déjà pour vous permettre déjà, si on parle du gaz à effet de serre, comment ça se passe. Voilà. Le deuxième référentiel déjà qu'on a vu déjà, c'était l'étude déchets, qui est le troisième module qu'on pourra voir. Ensuite, le troisième référentiel aussi parlait donc de la norme ISO 14001, chose aussi déjà qu'on verra. Et le quatrième référentiel, c'était donc l'évaluation environnementale. L'évaluation environnementale, c'est tout un ensemble de processus qui a commencé bien sûr en Europe, qui permet avant de mettre en place son projet, il faut identifier, évaluer tous les impacts que peut avoir votre projet là sur l'environnement. L'environnement avec toute sa définition de base. Et donc, au Burkina Faso, on a vu que, par exemple, à travers le Code de l'environnement, où l'État oblige chaque entreprise, chaque porteur de projet, si vous voulez mettre en place votre projet, il faut aller déjà vers les parties prenantes, le ministère de l'Environnement, l'ANEV. Je veux commencer un projet. Je veux voir réellement les exigences qui s'appliquent à moi. Ils vont dire, bon, ton projet là, quelles sont tes activités? Tu listes, on va dire, OK, toi, en fonction déjà de ton activité, on voit que ton projet là peut avoir un impact sérieux sur l'environnement. Donc, elle peut être classée parce que dans le code de l'environnement, les projets ou encore les entreprises sont catégorisées en fonction de la nature de l'impact sur l'environnement. Catégorie A, catégorie B, catégorie C. Catégorie A, on va dire, toi, tu impactes plus l'environnement. Tu dois faire ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental. Catégorie B, tu dois faire une notice d'impact environnemental parce que toi, tu impactes moins. Et enfin, catégorie C, toi, tu n'impactes pas trop, tu dois faire une notice d'impact. Donc, tout est déjà catégorisé. Et si on te dit, en tant que promoteur, tu dois faire une étude d'impact, toi, tu dois aller chercher un consultant, un bureau d'études qui peut faire une étude d'impact environnemental. Et donc, ISK le fait. Vous venez voir ISK, j'ai mon projet, le ministère me dit de faire l'étude d'impact environnemental. Nous, on va te dire pour faire, voici, ça fait 5 millions, on fait la rédaction, on fait tout. C'est un document, on finit, on te donne, tu vas remettre au ministère, voici, j'ai fait mon rapport d'étude d'impact environnemental. Ils vont vérifier, ils vont regarder d'autres choses avant de te donner l'agrément pour pouvoir commencer donc ton activité. Et dans l'étude d'impact, il y a ce qu'on appelle le PGS, qui est le plan de gestion environnementale. Parce que dans les outils d'évaluation environnementale, il y a des outils qui interviennent en amont qui vont permettre donc de identifier déjà tout ce qui est comme risque. Et ensuite, il y a des outils pour faciliter le suivi et la surveillance environnementale. Et ils interviennent après. Donc, tel que le PGS, le monitoring environnemental, tel que l'analyse du cycle de vie, il y a pas mal d'outils. Voilà. Et donc, après, vous allez prendre le PGS, qui est le plan de gestion environnementale, consigné souvent dans l'étude d'impact, qui représente tous les engagements que le promoteur prend pour que tous les risques, les impacts plutôt qu'il avait identifiés en amont, il puisse les respecter à travers le suivi et la surveillance environnementale. Donc, voici un peu un résumé de ce qu'on a vu. Madame Soulama, j'espère que c'est bon. Oui, merci, M. Bado. Merci. D'accord, Oui. donc si c'est bon, je pense qu'on va débuter. Voilà, on va débuter. Mais je vous invite quand même à aller lire, voilà, aller encore parcourir plutôt le module qui est très, très riche. Voilà, qui est très, très riche. C'est vraiment un ensemble.
voilà, qu'on vous donne. Donc, il faut quand même, voilà, jeter un coup d'œil. Alors, donc, aujourd'hui, on va discuter donc des techniques donc, de recherche. On l'a mis toujours dans le Monsieur, programme parce qu'un excusez, monsieur micro est Bado. ouvert. Oui, On a un excusez, micro. monsieur Bado. Oui, monsieur Barry, allez-y. Oui, bonsoir, excusez pour le retard, je viens juste de me connecter. Euh, J'avais une question par rapport au truc, au rayonnement. OK, allez-y. Voilà, le rayonnement, est-ce qu'il fait partie des impacts environnementaux ou bien il fait partie des, des dangers ou bien des risques? Comment on appelle ça? Vous parlez de quel rayonnement d'abord? Euh, Genre les radons ou bien le plomb, le rayonnement ionisant ou bien non ionisant, voilà, en général. Déjà, les rayonnements ne peuvent pas être considérés déjà comme des peuvent avoir un impact donc sur le changement climatique, considérés comme des gaz à effet de serre, non? Parce qu'il y a des gaz qui ont été déjà qui sont inventoriés, qui au sortir d'une étude, on a vu que ces gaz-là ont un potentiel de réchauffement global. Et des études ont permis donc de déterminer ce potentiel-là pour les classer comme gaz à effet de serre. Mais ces rayonnements-là peuvent être considérés donc comme des dangers qui peuvent exposer l'ensemble donc des utilisateurs ou encore des personnes qui peuvent être exposées à plusieurs types de risques. Et ça, c'est des choses qui sont démontrées. Voilà. Donc, que ce soit tout ce qui est comme ionisant ou non ionisant, tout ce qui est comme laser, rayon laser, ils ont toujours des répercussions donc, sur la santé de l'homme, que ce soit pour une exposition à court ou à long terme. Donc, voici un peu. D'accord. Merci, monsieur Bado. Mais je posais cette question parce que vous avez parlé de l'environnement, c'est le milieu physique dans lequel l'être humain vit et tout ce qui peut impacter l'environnement dans lequel l'être humain vit peut être en tout cas contrôlé. Par exemple, vous avez parlé des mesures de bruit, des mesures de poussière, voilà. Et également, même chose pour si vous avez en tout cas des sources radioactives, voilà, les sources radioactives qui peuvent aussi être un facteur qui va impacter l'environnement et également les personnes qui y vivent, qui nécessitent en tout cas un suivi. Voilà. Le suivi, là, je pense que je me demandais si c'était un suivi environnemental ou bien l'environnement ne fait pas cas de ces situations. C'était ma question, en fait. Bon, déjà, je pense que tout part de la définition de l'environnement, hein, parce que si on prend l'environnement comme l'ensemble donc, des éléments qui entourent l'homme, quand on parle de l'ensemble des éléments, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau, l'air, le sol, l'homme lui-même, la faune et la flore. Donc, voici l'environnement de façon globale. Donc, tout élément qui peut avoir un impact de façon directe ou indirecte peut être considéré donc comme un danger pour l'environnement. Maintenant, dans l'appréciation maintenant du risque, on peut avoir un même élément qui est à la fois un danger pour la santé et sécurité et en même temps un impact pour l'environnement. Quand on prend le bruit, c'est pratiquement pareil. Le bruit, lorsqu'il est circonscrit dans la zone de travail, il représente donc quoi, un danger qui peut exposer les travailleurs. Mais lorsque le même bruit qui est à l'intérieur là s'étend à l'extérieur de notre site, il devient un impact environnemental parce qu'il va déranger les habitants qui sont à côté, qui font partie de l'environnement. Il va déranger les oiseaux, il va déranger la faune, il va déranger donc la flore. Donc, on peut avoir des éléments en eux-mêmes. Donc, si on a d'autres éléments, quand on va parler par exemple des éléments radioactifs, ils peuvent aussi avoir, de la même manière qu'ils peuvent endommager la santé de quelqu'un, ils peuvent aussi avoir donc un impact aussi sur l'environnement. Donc, toujours est-il qu'on peut avoir des choses qui sont neutres, qui interviennent à la fois sur la santé et sécurité et même à la fois donc, sur l'environnement. Mais quand je rappelle toujours, quand on parle d'environnement, c'est l'environnement avec toute sa composante, pas l'environnement extérieur. L'environnement, y compris l'homme lui-même et tous les éléments donc, qui l'entourent, parce qu'ils sont liés de façon indirecte. Quelqu'un qui pollue l'eau à quelque part, c'est même ces mêmes contenus-là peuvent nous revenir. Voilà. Et donc, naturellement, l'homme, y compris lui-même encore, sera exposé.
Donc, on va pousser un peu. Je vois une main levée parce qu'on doit commencer aussi le module d'aujourd'hui. Donc, Monsieur Maïga, Monsieur rapidement, Bado. vous avez la parole. Oui, allez-y. Monsieur Bado. Monsieur Bado. OK, merci pour la réponse. Mais je vais, Merci. je sais pas si vous avez parlé de ce cas-là au début. La dernière fois, vous avez parlé de typologie et gestion des déchets. Oui. Voilà, maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est. Vous avez dit que le prochain cours, ben, il va venir après. C'est ça. Donc, comme on le disait, à la base, si vous suivez par exemple le programme, on devrait faire la technique même de recherche d'emploi depuis. Sauf qu'avec ceux qui suivent en présentiel, je pense que ça avait été présenté par M. Nikema. Et donc, ça a bouleversé un peu le programme. Voilà, c'est ce qui a fait qu'on était obligé un peu de rattraper les choses. Et donc, normalement, dimanche passé, je pense qu'on a fait avec ceux qui suivent en présentiel le module donc, de la typologie et la gestion donc, des déchets pour boucler sur l'environnement. Et donc, pour pouvoir rattraper les choses, aujourd'hui, on voit la technique et la recherche d'emploi. Et ensuite, le dimanche, on poursuit encore avec la typologie et la gestion des déchets. Donc, tout le programme, tous les contenus que vous voyez sur le programme, c'est des choses qui seront faites. Sauf que nous sommes en fin, on ne va pas forcément les suivre, mais au sortir, quand même, tout sera épuisé. Voilà, Monsieur Maïga, allez-y. Bonsoir, chers formateurs, bonsoir, chers participants. Et j'espère que vous allez tous bien. Voilà, j'aimerais amener quelques éléments de réponse en plus sur les questions relatives au rayonnement. Donc, bon, moi, à travers la question, ce que j'ai compris, doit faire allusion au rayonnement cosmique. Les rayonnements cosmiques, ça veut dire que lorsque la pollution et que la couche d'ozone est attaquée, par exemple, il y a les rayonnements ultraviolets qui sont filtrés par cette couche d'ozone qui n'arrivent plus sur Terre. Donc, ils ont parmi le rôle de la couche d'ozone là, le fait de envoyer ou bien le fait de protéger la Terre contre les rayonnements ultraviolets et fait partie de ces fonctions qui font que la couche d'ozone est attaquée et qu'il y a des brèches. Ça fait que les rayonnements arrivent et sinon, j'ai entendu parler du radon. Monsieur Maïga, on Donc, vous attend difficilement. le radon, lui, c'est un gaz qui est généralement dans les lieux clos, soit des arbres. Donc, je disais que c'est un gaz qui émane des sous-sols et il est radioactif. C'est un descendant de l'uranium. Voilà. Donc, quand l'uranium fait ses Monsieur Maïga, on a beaucoup de difficultés à vous entendre. D'accord, donc je pense que Monsieur Barry, voilà, je pense on peut poursuivre. Oui, on peut poursuivre, M. Bado. Merci beaucoup. Voilà, merci, merci, merci. D'accord, donc aujourd'hui, nous allons discuter donc de la technique donc, de recherche d'emploi. Et donc, on sait que déjà, l'objectif donc de tout le monde, c'est de passer forcément à un avenir meilleur, qu'on soit la recherche d'emploi en tant que peut-être
au sortir de l'université ou encore en fonction, on est toujours à la recherche donc, de ce qu'il y a de mieux. C'est la raison pour laquelle donc déjà on l'a intégré. Et donc on va aller très très rapidement pour faire une synthèse déjà, des discussions déjà sur ce qui nous concerne. Quand on sait que déjà la recherche de l'emploi, donc, elle implique donc du sérieux, de la rigueur, de la compétence donc, et du réseautage. Donc, on a essayé donc de concocter ce module-là pour aller beaucoup plus sur des points qui sont très, très importants dans la recherche d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'elle va impliquer? C'est l'auto-évaluation, les compétences, les écrits professionnels, les plateformes d'emploi, le réseautage surtout, et enfin l'entretien donc d'embauche qui est la porte d'entrée. On a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît. Et donc, et terminer le tout avec l'entretien d'embauche qui sera donc la porte d'entrée entre celui qui est à la recherche de l'emploi et enfin l'entreprise plutôt qui désire recruter. Alors, l'auto-évaluation, elle va consister donc en quoi? Déjà, en tant que candidat, qui sommes à la recherche déjà d'un avenir meilleur à travers un emploi, de la stabilité, de tout ce qui va avec dans le cadre professionnel. L'auto-évaluation, ça serait une introspection que le candidat, le postulant déjà, va mettre en place le concernant lui-même pour voir quelles sont ses forces et ses faiblesses. Pour rechercher déjà, faire le bilan déjà de lui-même, ses propres valeurs, ses compétences et son intérêt déjà pour le poste et ses différentes réalisations encore à l'avenir. Et donc, pour l'auto-évaluation, il va s'agir donc de se poser donc plusieurs questions très, très importantes. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? De quoi ai-je besoin déjà pour ma carrière professionnelle? Qu'est-ce qui peut attendre dans ma carrière professionnelle? Qu'est-ce qui ne peut pas attendre? Que devrais-je sur le long terme et comment devrais-je donc m'y prendre? Aujourd'hui, on finit par voir qu'à travers les différents outils déjà en QHSE, tels que le diagramme d'Ishikawa, chacun en lui-même peut pouvoir faire son auto-évaluation et faire une projection sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, de où il veut, où il se voit devenir. Pour le diagramme d'Ishikawa, c'est la chose qu'on pourra voir qui est là, on appelle aussi donc le corps donc, du poisson, où la tête donc, du poisson va représenter notre objectif. Si pour M. Drabo, par exemple, c'est un exemple de M. Drabo, lui, il désire par exemple être docteur à l'université. Donc, son objectif pour lui sur 5 ans, ça sera peut-être d'être docteur. Et donc, il fera l'introspection, son auto-évaluation. Quelles sont les compétences que je dois rechercher pour être docteur, partant même de son identification donc, initiale. Au niveau donc du matériel, quels sont les différents éléments que j'aurai besoin pour le matériel? Quels sont les documents de référence par rapport à chaque étape? Quels sont les moyens financiers que je dois avoir? Si ce sont les formations que je dois peut-être avoir. Donc, quelles sont les différentes formations? Quels sont les différents cours? Comment budgétiser déjà les différentes formations que je dois pouvoir acquérir? Quelles sont les méthodes que je vais mettre en place pour pouvoir m'y prendre? Si je dois être docteur, il va falloir que je m'inscrive à l'université. Dans quelle université? Comment je dois pouvoir m'y prendre pour le faire? Et enfin, le milieu. Si je dois être docteur, il va falloir que j'essaie donc de côtoyer le monde universitaire. Donc, voici comment déjà, on peut déjà faire donc notre auto-évaluation. Ensuite, nos compétences. Donc, nos compétences déjà forcément seront donc relatives donc aux choses qui nous engagent. Donc, on essaiera donc de faire déjà le point donc, de ce qu'on a appris. Voilà. Le souci avec le partage. Voilà, OK. Voilà, de ce qu'on a appris, c'est-à-dire donc ce que vous pratiquez actuellement, qu'est-ce qui va déterminer donc nous-mêmes nos propres expériences. Et pour ce faire, on a différents types donc, de compétences qu'on doit pouvoir rechercher ou soit qu'on doit pouvoir être en mesure donc, de pouvoir connaître. On a les compétences naturelles, ce que vous avez en vous,
et ce que vous pouvez développer, exploiter. Vous allez voir des gens de base, déjà, ils ont un certain leadership donc incarné. Vous allez voir d'autres personnes, ce sont des personnes vraiment qui peuvent, qui ont cette facilité-là déjà de pouvoir gérer une équipe. Vous allez voir d'autres personnes, ils ont cette facilité-là déjà de pouvoir coordonner des réunions, de pouvoir parler en public. Donc, ce sont des compétences déjà que vous avez en vous et que vous pouvez donc développer et exploiter même à l'avenir. Vos compétences actuelles, ce que vous possédez par rapport donc à ce que déjà vous aspirez à atteindre et vos compétences futures, ce que vous allez apprendre et acquérir donc à l'avenir. Et enfin, des compétences transmissibles, ce que vous allez pouvoir transmettre. Parce que qui dit entreprise, on parle donc d'équipe. Qui dit équipe, on apprend les uns donc des autres. On a aussi donc des compétences de référence, ce dont vous avez besoin pour votre carrière surtout. Les compétences interpersonnelles pour travailler avec les autres en équipe surtout. Compétences managériales, leadership, comment savoir diriger, décider, déléguer et motiver. Et enfin, les compétences donc d'organisation. Comment être un bon planificateur, comment travailler efficacement en séparant donc le travail qui est prioritaire du travail donc qui est urgent et de ce qui ne l'est pas, n'est pas urgent. Et surtout, comment pouvoir atteindre l'objectif. Et donc, dans le monde de l'emploi, qu'on soit déjà employé ou à la recherche d'emploi, on travaille toujours avec ces différents types donc, de compétences. Soit pour pouvoir avoir une évolution déjà dans notre carrière, ou déjà si on veut briguer à un poste. Déjà qu'on soit RH, on fait toujours le bilan donc, des compétences de nos employés. Et si on a un vide, pour pouvoir voir par exemple dans le groupe qui doit occuper quel poste, on fera toujours référence à ces différents types donc, de compétences pour voir parmi les employés là, qui répond objectivement donc aux besoins recherchés. Si on recherche un manager, s'il est bon techniquement et qu'il n'est pas très compétent en organisation, il n'est pas très compétent de façon pour pouvoir gérer, manager, leadership, il va s'en dire que lui, il n'est pas bon pour pouvoir avoir le poste. Parce que là, il est bon technicien, bon mécanicien, mais il ne peut pas manager, il est désordonné, ça sera difficile pour lui. Et c'est ce qui crée souvent certaines frustrations en entreprise où ils ont dit il est bon, mais il n'arrive pas à évoluer. Tout simplement, il est bon techniquement, on a besoin de lui sur le terrain, mais on n'a pas besoin de lui pour pouvoir manager, pour pouvoir organiser. Donc, chacun, après une introspection, doit essayer donc de faire lui-même le bilan comptable donc, de ses différentes compétences. Et donc, pour pouvoir plutôt avoir accès au monde de l'emploi, on a donc des éléments qui nous permettent donc d'avoir accès. Et ce sont donc des écrits professionnels. Et quand on va parler d'écrits professionnels, on fera allusion à quoi? C'est la lettre de demande, la lettre de motivation, la lettre de recommandation et enfin donc le curriculum vitae. Et donc, dans les lettres donc, de demande, on peut avoir plusieurs lettres de demande, lesquelles, par exemple, proposition, question. Exemple de lettre de demande dans la recherche d'emploi. Quelqu'un pour citer une lettre de demande. Exemple de lettre de demande. Oui, allez-y. Un micro est ouvert, allez-y. Oui, une main est levée, allez-y, allez-y. Une lettre de motivation. Allez-y, allez-y. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, Diara vous reçoit. Je parle de lettre de motivation. La lettre de motivation, OK. On avait deux mains levées. Oui, allez-y. Monsieur Ada. La lettre de demande, là, on peut faire une lettre de demande de stage. Une lettre de demande de stage, c'est ça? Oui.
La lettre de motivation déjà fait partie donc des écrits professionnels, mais quand on va parler de la lettre de demande, déjà on peut avoir donc quoi? La lettre de demande de stage aussi donc pour un pré-emploi pour la période d'essai, parce qu'il y a d'autres qui commencent par là, où déjà on leur dit, pour pouvoir commencer, ça sera un emploi déjà qui va suivre avec déjà toutes les spécificités, toutes les formulations d'engagement que l'employeur prend, mais vous allez commencer déjà par le stage et après donc le stage, on vous emploie. Donc on peut avoir donc une demande de stage pré-emploi et enfin la demande d'emploi. La demande d'emploi qui peut être manuscrite ou aussi donc qui peut être quoi? Numérique. Donc voici un peu les différentes lettres de demande qu'on peut avoir donc dans la recherche d'emploi. Ensuite, pour le deuxième, c'est la lettre de motivation. Et la lettre de motivation, qu'est-ce qu'on va mettre donc dans la lettre de motivation? Elle va souligner notre intérêt, l'importance donc de l'acquisition, que ce soit pour un stage, pour un emploi, donc, ou pour tout autre donc, besoin. Et donc, elle va comporter généralement ce qui ressort donc quoi dans la lettre de motivation, c'est la personnification même de la personne. Donc, on va utiliser plutôt les moi. Voilà, je suis, ou encore vous, pour parler donc du recruteur, voici ce que je peux vous apporter. Ou si on veut intégrer même la dimension même de l'équipe, on va employer le nous, pour dire que je serai par exemple très, ou encore j'ai des aptitudes donc à pouvoir intégrer tout type donc de groupe et à me mettre donc au service donc du groupe pour contribuer à l'atteinte donc des objectifs donc de l'entreprise. Par la suite aussi, on peut avoir la lettre de recommandation qui va évoquer donc les compétences, les mérites et les vertus donc du candidat. Elle peut être rédigée donc par un proche, voilà, par un proche ou encore par notre ancien recruteur, parce que si on veut déjà aller par exemple pour un autre poste, donc elle peut être rédigée par un proche si c'est pour le cadre universitaire, par un encadrant vraiment qui nous suit. Donc, elle est généralement rédigée soit par un directeur ou encore, en tout cas, par l'un de nos proches vraiment qui va vanter nos mérites, qui va évoquer directement donc, nos compétences, qui peut être aussi un élément propulseur, accompagnant même les références dans le cadre donc, des écrits professionnels. Et donc, ensuite, on va terminer donc par le dernier écrit professionnel qui est le curriculum vitae. Et quand on va parler donc de curriculum vitae, elle va donc représenter donc quoi? L'autobiographie résumée même du candidat. D'autres aussi vont l'appeler donc la carrière même de la vie même du candidat. Et pour revenir au curriculum vitae, on va rentrer dans les spécificités, mais le plus important, c'est de parcourir en tout cas tout ce qui concerne donc la recherche d'emploi. Qu'est-ce qu'il faut pour la recherche donc d'emploi? On va revenir sur les différents éléments dans le CV. Donc, on va poursuivre rapidement. Alors, donc, pour pouvoir rechercher des emplois, après les écrits professionnels, après l'auto-évaluation, il faut des plateformes d'offres d'emploi. Vers qui on doit aller pour pouvoir voir s'il y a des emplois. Exemple de plateforme d'emploi. Au Burkina Faso ou même à l'international. Exemple de plateforme d'emploi. Plateforme de recherche d'emploi. Quelles sont les différentes plateformes qu'on a au Burkina Faso ou même à l'international qui intègrent donc, voilà, la recherche d'emploi? Monsieur Vado. Oui, allez-y. Un micro. Oui, bon, je propose l'ANPE. L'ANPE qui signifie? L'ANPE qui signifie? La définition de l'ANPE? Agence nationale de la promotion de l'emploi. L'Agence nationale de la promotion donc, de l'emploi. Et qui connaît son siège?
ANPE. Hein? À Ouagadougou, c'était en 3. En quittant vers Place de la Ah, Nation, ça est dedans. Non. à Ouagadougou, c'était en 3. Merci, merci, monsieur. Deuxième plateforme. Exemple Oui, monsieur Ba. Oui, allez-y, monsieur Kassoum. Bon, deuxième proposition, je voulais proposer le truc agré, si je ne me trompe pas, hein. Agent général de recrutement de l'État, je crois. OK. Ensuite, merci, monsieur Kassoum. Donc, on en a plusieurs. Pourquoi c'est important de le connaître, de les connaître plutôt? Ça nous permet déjà de pouvoir intégrer notre dimension dans la recherche de l'emploi en allant au parfait nombre de l'information. De la même manière qu'en santé sécurité, on veut protéger, mais il faut savoir contre quoi, contre qui on doit pouvoir protéger. C'est de cette même manière, si je dois pouvoir rechercher un emploi, il faudrait que je me mette dans cette dimension de recherche d'emploi. Donc, on en a plusieurs au Burkina Faso. On peut avoir l'ANPE, on peut avoir l'ONEF, l'Observatoire national donc, de l'emploi et de la formation. On peut avoir RMO, Alert Job, Synergie, Rapid Job. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bel emploi, il y en a beaucoup, beaucoup. On peut avoir aussi donc les journaux, Citoyen, l'Observateur, donc le pays. Donc, quand on a la recherche d'emploi, c'est de pouvoir intégrer déjà toutes ces plateformes qui nous offrent déjà un ensemble donc d'emplois qui sont déjà publiés, auxquels donc on peut contribuer. Parce que lorsqu'on va à la recherche donc de l'information, ici on recrute, j'ai l'information, je peux maintenant donc me préparer donc pour pouvoir postuler à ces emplois. Donc c'est très très important. Si on est à la recherche d'emploi, il faut qu'on arrive à lire les journaux. Dans les journaux, si on arrive quand même à avoir les informations concernant donc les offres d'emploi. L'ANPE, par exemple, qui est une structure étatique qui accompagne beaucoup de jeunes à travers beaucoup, beaucoup donc, de plans d'action. Donc, c'est d'aller vers ces organismes qui sont créés pour les jeunes, de s'inscrire et d'intégrer déjà un réseau qu'on va voir donc par la suite. Et ce qui nous intéresse encore le plus, c'est le réseautage. Parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, chaque entreprise a le libre choix de mettre en place sa politique donc de recrutement. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. On dit pourquoi non. Chaque entreprise, donner la liberté à chaque entreprise de mettre en place sa propre politique donc de recrutement. Et donc, le réseautage aujourd'hui est en train de devenir un élément moteur même dans la recherche d'emploi où on ne va plus passer donc par les organismes, par exemple, ou encore les plateformes, ou même si on va passer, ça sera pour montrer à notre auditoire que nous aussi, on intègre donc cette dimension donc, de responsabilité sociétale donc, des entreprises. Sinon, ça va passer par Monsieur Soum, est-ce que vous avez votre petit frère, par exemple, qui est HSE? Envoyez-moi son CV rapidement, tout simplement parce que c'est moins coûteux. Et ensuite, ça permet facilement de recadrer donc le profil recherché. Parce que demain, dès que je vois que le profil il commence à devenir bizarre, je peux appeler rapidement M. Kassoum pour lui dire, oh, ton petit, tu m'as envoyé là, il commence à devenir bizarre. En ce moment, M. Kassoum va l'appeler pour dire, ah, moi, j'ai fait, je t'ai aidé, j'ai obtenu quelque chose pour toi. Si tu vas gâter là-bas encore, c'est ta dernière chance. Et donc, ça permet vraiment de recadrer même le postulant. Parce que ce soit aujourd'hui, nous tous, qu'on soit recruteur ou pas, tout le monde veut travailler avec quelqu'un en qui il a confiance. Donc, le réseautage aujourd'hui devient un élément donc, très, très important dans la recherche d'emploi. Le réseautage, c'est la création donc, de l'entretien des relations. Ici, on ne parle pas donc de relations, mais on parle d'entretien des relations, lesquelles, ça peut être famille. Comment on arrive à entretenir les relations familiales? Parce qu'aujourd'hui, pour être à la recherche donc, de l'emploi, on peut avoir un membre de la famille, qu'il soit proche ou lointain, qui parle, mais tiens, moi je connais telle personne. Et comme les gens même le disent, pour trouver quelqu'un, il faut peut-être 4 personnes. Par exemple, moi, aujourd'hui, je peux voir Kassoum, si je veux voir par exemple le président Ibrahim, peut-être Kassoum connaît quelqu'un qui connaît le président. Et donc, c'est comme cela.
Donc, dans la famille, on peut toujours avoir donc ce relationnel-là qui peut être un moteur. Les amis surtout, que ce soit par les bancs, à l'école, comment on a réussi à entretenir donc ces relations-là, ou encore d'autres amis qu'on va avoir donc par la suite, comment on arrive à entretenir ces relations pour que ces éléments aussi donc soient donc des moteurs pour nous faire entrer dans la recherche de l'emploi, pour nous donner même de l'emploi. Les connaissances, les personnes donc rencontrées, les camarades de classe, les enseignants surtout, les mentors, la communauté religieuse, les membres du groupe, club, association et les masterclass. Il faut qu'on intègre des réseaux. Je veux aujourd'hui, je suis dans le domaine du HSE. Il va falloir que j'intègre le réseau des HSE, les groupes WhatsApp des HSE. Il va falloir que je connaisse des mentors en HSE pour qu'aujourd'hui, si je suis dans la communauté HSE au Burkina Faso, s'il y a des offres, je sais que quand même je suis au parfum donc, de ces informations. Si j'ai des problèmes, je sais que facilement déjà ces personnes-là déjà sont déjà là. Mais si je suis HSE, je n'ai aucun réseau d'HSE, je ne connais aucune plateforme de recherche donc d'emploi, les chances donc déjà d'avoir déjà un emploi deviennent très très minces. Donc le résultat donc devient très très important. Le plus important, oui, la relation, mais comment entretenir donc cette relation-là? Comme souvent beaucoup de coachs le disent, si aujourd'hui je veux changer de mentalité, il va falloir que j'intègre. C'est-à-dire, si je suis habitué à m'asseoir au kiosque, je vais faire l'effort aujourd'hui de fréquenter l'endroit où les grands aussi fréquentent. Parce que ça va me permettre, moi aussi, déjà de pouvoir avoir certains contacts. Et un petit bonjour, bonjour, chaque jour vous êtes assis là-bas, ça va créer des contacts. Et de contact en contact aussi, ça permet donc d'entretenir beaucoup de choses. Autre chose pour ajouter au réseautage, que M. Kazimi disait qui est très, très important, c'est la courtoisie à travers les gens qu'on rencontre. Quel qu'en soit l'endroit où on se trouve, il faut être courtois face à tout le monde parce qu'on ne sait pas qui est qui. Peut-être aujourd'hui, celui qu'on néglige, le portier qu'on néglige, ça peut être un élément déclencheur. Il n'est rien, il est assis à la porte, mais il peut être un élément déclencheur même dans votre recherche d'emploi. Peut-être il a cette facilité-là, par exemple, de discuter avec le DG là. Ou très rapidement, chaque jour, quand vous venez vous déposez, on ne vous appelle pas. Mais lui, il va dire, donne-moi, je vais causer avec le DG. Les choses donc passent rapidement. Donc, il faut toujours entretenir donc ces relations. Et donc, l'entretien donc du recrutement. Déjà, on sait que déjà pour pouvoir recruter, être dans le monde déjà de l'emploi, il faut passer donc par un chemin. Déjà, après l'autocritique, l'auto-évaluation, la recherche de ses compétences personnelles, ensuite les écrits professionnels qui vont représenter donc cette chaîne-là par qui l'emploi donc va passer. On va passer donc par l'entretien. Donc, on finit de rédiger les CV, tous les écrits professionnels qu'on a vus. On est passé donc aux plateformes professionnelles pour pouvoir postuler ou encore que ce soit le réseautage. Ensuite, maintenant, si tout est bon, on va nous appeler pour l'entretien de recrutement. Et avant de parler d'entretien, j'insiste encore, chaque entreprise, souffrons que chaque entreprise a le libre choix de pouvoir mener, introduire sa politique de recrutement comme elle l'entend, comme elle le conçoit. Parce que le problème de beaucoup aujourd'hui, ils veulent que tout le monde pense comme eux. Je dis, c'est comme cela, c'est normal. Il n'y a rien de normal. Chaque personne gère son entreprise comme il le pense. Et donc, nous, lorsqu'on est à la recherche d'emploi, on doit pouvoir intégrer la même manière que ces entreprises-là pensent. C'est en intégrant déjà cette dimension-là que nous aussi, déjà, on peut avoir donc cette chance-là. Donc, il y a l'entretien, qu'est-ce que c'est? C'est une situation d'échange entre qui? Le recruteur et le candidat. C'est l'occasion pour le recruteur de vérifier l'information contenue dans le CV du candidat. Et donc, pour le CV, c'est des choses déjà qu'on va revenir dessus. Alors, donc, il y a différents types d'entretien. On peut donc avoir l'entretien individuel ou face à face. On va vous appeler monsieur Fatao. Bonjour, comment vous allez? On vient de recevoir déjà votre CV. Voilà, donc, vous devez passer pour l'entretien tel jour.
Bonsoir, bonsoir, Monsieur Bado. Comment est-ce que vous allez? Bonsoir. Oui, bonsoir, micro ouvert, maintenant, allez-y. Voilà, c'est Monsieur Patao. Oui, Ok, il n'y a pas de problème. Donc, bon, peut-être demain ou soit après-demain. Monsieur Fatao, vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis là. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Voilà, je disais que si demain c'est possible de passer. Non, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. C'est un exemple, Monsieur Fatao. Je suis en train de schématiser l'entretien individuel, donc je vous ai pris d'exemple. Oui. Mhm. Ça peut aller, Monsieur Fatao? Oui, ça peut aller. Moi, j'ai un sérieux problème de connexion. Allez-y, allez-y, allez-y. On a du mal à vous entendre. J'ai un sérieux Et donc, problème de connexion. Hein. voilà, si c'est pour une question, vous pouvez écrire en attendant qu'on puisse lire votre question et répondre pour tout le monde. Ok. Merci. Voilà, donc l'entretien individuel, on appelle le candidat individuellement. Il se présente à une seule personne et il discute à travers donc un ensemble de systèmes qu'on pourra avoir. On peut avoir l'entretien face aussi à plusieurs interlocuteurs. Vous arrivez, vous avez une commission pour l'entretien qui sont là. On peut avoir le RH, le représentant du RH, soit l'assistant donc du RH. Si on veut recruter, par exemple, quelqu'un en mécanique, le RH ne connaît rien en mécanique. Donc, le RH fera partie de la commission parce que lui, il gère déjà tout ce qui est comme ressources humaines. Et on va appeler le représentant, par exemple, soit le responsable de la mécanique. Il peut aussi se faire accompagner aussi par d'autres éléments. Donc, ensuite, ils vont former donc cette commission-là donc, pour pouvoir discuter avec chaque candidat. En ce moment, le candidat vient, il fait face donc à un ensemble donc, de personnes. On peut aussi donc avoir la succession d'entretiens. C'est-à-dire, on va vous appeler, passer pour l'entretien. Le premier élément donc, de l'entretien, ça sera donc l'entretien oral. Après ça, vous allez passer donc au test pratique. Voilà. Après le test pratique aussi, vous allez faire d'autres choses au fur et à mesure jusqu'à la fin donc, de l'entretien. L'entretien collectif aussi, voilà, collectif ou par groupe. Tous les candidats intègrent la salle. La commission est là. On pose la question pour voir réellement qui, en fonction bien sûr du poste, pour voir quel candidat a cette capacité-là donc de pouvoir peut-être discuter en public. Si on a vraiment besoin, par exemple, d'un commercial ou pour le besoin du poste, il sera amené, par exemple, à gérer des panels, à représenter l'entreprise. Il va falloir déjà, partant même de l'entretien, si on n'a pas le temps de former la personne, on va faire l'entretien collectif pour voir réellement comment chacun se gère donc en public. L'entretien aussi peut être aussi téléphonique. Voilà, téléphonique rapidement sur certains points essentiels. L'entretien aussi peut se faire via Internet, Skype, Badoo, etc. L'entretien aussi peut être effectué aussi par un cabinet externe. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui externalisent leur entretien ou avant d'arriver là-bas, vous allez passer donc par d'autres cabinets externes. Ils vont passer par différents types d'entretiens. Si c'est bon, vous revenez donc dans l'entreprise. Entretien aussi, ça peut aussi donc se faire en lunch. Voilà. Et là, ça pose aussi beaucoup de problèmes. Moi-même, j'ai rencontré beaucoup de problèmes avec beaucoup de personnes, surtout les filles, voilà, que j'ai recommandé à certaines personnes. Donc, toujours dans la recherche d'emploi, souffrant que chaque personne ou chaque entreprise aussi peut mettre en place sa culture de recrutement. Ou par exemple, pour le besoin du recrutement, on va demander déjà que soit, si c'est le HSE, le responsable HSE, pas de rencontrer le candidat. Et si c'est bon, il reviendra faire un second entretien avec les RH pour formaliser parce que, par exemple, c'est vraiment pressé. Ou on va vous appeler, bon, Madame Soulama, excusez, si vous êtes disponible rapidement, on va se rencontrer par exemple dans un restaurant pour discuter. Et là, Madame Soulama dira, entretien dans un restaurant. Peut-être le monsieur veut me draguer. Et donc, ça soulève donc beaucoup de questionnements. Donc, acceptons qu'aujourd'hui,
on peut avoir donc des entretiens dans des endroits un peu réservés. Mais toujours est-il qu'il faut aussi faire attention. Là, j'insiste là-dessus. Si on vous dit pour un entretien au bar, c'est des choses qui ne sont pas commodes. Mais quand même, j'ai eu beaucoup d'entretiens dans un maquis, pas avec des bruits, mais juste pour discuter avec le profil. Juste aussi pour voir réellement quel est le comportement même de la personne. Et donc, vous allez appeler soit une petite commission, vous vous asseyez, vous appelez le candidat. Si vous êtes à côté, vous venez me retrouver, par exemple, au musée. Il arrive par sa démarche. Comment il arrive? Déjà, vous avez la possibilité déjà de le scalper jusqu'à il arrive. Vous lui donnez la latitude, par exemple, de pouvoir commander. Ou lui-même, il dit, bon, c'est vrai, pardon, il faut m'envoyer 2 braquina rapidement, je vais boire. Ça vous permet déjà de voir vers quel candidat vous devrez aller. Donc, chaque entreprise a ce libre choix-là. On a l'entretien aussi par test d'expérience. En HSO aussi, ça arrive. On vous appelle, on finit, on dit allons-y sur le terrain, identifier les dangers et les risques, proposer donc des mesures sur le terrain. Donc, c'est des choses aussi donc, qui peuvent arriver donc, très, très rapidement. Ou pour finir aussi, ça peut être aussi donc, des entretiens où vous allez donc discuter, voilà, passer donc par un examen et on trouve peut-être soit le meilleur profil. Donc, voici un peu. Alors, les techniques donc, d'entretien, s'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et poser votre question. On en a 3 types: directif, semi-directif et non directif. L'entretien directif, le recruteur déjà pose plusieurs questions selon un plan préétabli. Et donc, généralement, c'est directif lorsque, par exemple, soit le responsable même du poste ou encore le responsable même du département, par exemple, n'est pas là, il est en déplacement. Donc, le RH, par exemple, lui qui ne connaît pas le domaine, il va dire, bon, HSE, pardon, un superviseur HSE, comme tu ne seras pas là, donne-moi, par exemple, un ensemble de questions auxquelles le candidat souhaitera donc pourra répondre. Et donc, les questions sont là, le plan établi est là, on pose question, question-réponse, question-réponse, question-réponse. Ensuite, il peut être aussi semi-directif. Donc, le recruteur, il va donner la latitude au candidat de développer ses réponses, un échange, un dialogue. Donc, il vous pose des questions, vous avez la latitude même de pouvoir argumenter ou pas. Et enfin, non directif, le recruteur vous donne beaucoup de minutes. Il va dire, par exemple, Monsieur Sanou, présentez-vous tout simplement. Il va poser une seule question, mais c'est à vous de savoir que dans cette seule question-là, vous devrez tout décortiquer. Monsieur Sanou, présentez-vous. Bonjour, je suis Monsieur Sanou. J'ai tel niveau donc d'études en ça, j'ai une licence en là, j'ai une licence en là, j'ai une licence aussi de l'autre côté. Alors, comme expérience professionnelle de mes récents postes, j'ai été dans tel poste. Voici les tâches que je réalisais. Voici les résultats qui ont été atteints donc, dans chaque poste. Voici. Donc, c'est de faire une présentation succincte, objective, pointue, précis donc, de tous nos accomplissements. Quand on vous dit présentez-vous, ce n'est pas de dire présentez-vous, je m'appelle tant de vous êtes là. Non. Donc, c'est de faire une projection déjà dans la préparation. Donc, voici les différents types d'entretien qu'on peut avoir. Alors, pour l'entretien, il y a des étapes. Il y a avant l'entretien. Qu'est-ce qu'on met avant un entretien, pendant l'entretien et aussi donc quoi après l'entretien. Alors, avant l'entretien déjà, cela consiste à faire quoi? C'est se préparer psychologiquement. Déjà, on a postulé pour un poste d'HSE, par exemple, pour une entreprise donc, de BTP. On a vu déjà les écrits professionnels, les différentes plateformes, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire notre document. Une fois qu'on a déjà postulé, c'est des choses qu'on va revenir là-dessus très rapidement. Comme on doit pouvoir donc se préparer avant l'entretien, c'est de se préparer psychologiquement. Si on nous a contacté pour passer à l'entretien, on doit faire les recherches. Faire les recherches sur quoi? Sur l'entreprise elle-même. L'histoire de l'entreprise, connaître quelques informations. L'entreprise a été créée quand? Peut-être quel est son domaine d'action. Voilà, quels sont peut-être les objectifs atteints donc, de l'entreprise, avoir en tout cas quelques références donc, sur l'entreprise. Ensuite, il faut préparer son argumentaire à travers, donc, à travers donc, des questions susceptibles donc, de venir à un entretien. Si c'est HSE, toutes les questions relatives donc, à notre domaine, on doit pouvoir donc, les maîtriser.
On doit anticiper les questions avant l'entretien nous-mêmes. On se met à la place donc du recruteur où on appelle quelqu'un. On a parlé de réseautage, un coro. Ah, coro, moi, je dois vraiment aller en entretien chez eux. Posez-moi des questions. C'est des choses aussi. Il va vous poser donc des questions. Ça vous permet déjà de vous préparer. Ok, monsieur Fatao, certainement c'est un problème donc de réseau. Voilà. Les autres, pour l'instant, sont en ligne. Donc, vous aurez l'occasion soit de suivre l'enregistrement. Voilà. Alors, il faut anticiper les questions. Il faut avoir une tenue correcte, qu'on soit homme ou femme, en fonction déjà du poste. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le monde où nous sommes aujourd'hui, le premier élément qui permet donc de créer une certaine ouverture, c'est notre apparence physique. Notre apparence physique. Aujourd'hui, pas simplement la manière que quelqu'un s'habille, on a une certaine projection pour voir lui, est-ce que je peux avoir confiance en lui ou pas. C'est les choses, c'est l'instinct humain. Ce n'est pas forcément parce on est à la recherche d'emploi, non. Nous-mêmes, souvent, même en tant que personne, quand on voit quelqu'un, on a cette manière déjà de pouvoir prendre la personne. Donc, on doit accepter ce code de la société-là et se conformer. Donc, si je dois aller en entretien, minimum, il faut que je sois soigné. Les parfums ne doivent pas être exagérés. En tant que femme, on doit avoir des tenues vraiment assez sobres. Garçon aussi, pas trop d'extravagance, mais quand même assez simple. Si c'est en tant qu'HSE, par exemple, où on m'invite pour l'entretien sur un terrain, il faut que je me prépare psychologiquement. Chaussures de sécurité, soit un jean tranquille, pour me montrer aussi que je suis déjà préparé parce qu'on m'appelait déjà à être sur le terrain. Si on m'appelle par exemple au bureau, une tenue assez soignée, propre, repassée, tout et tout. C'est des choses vraiment qui donnent des points, les cheveux bien coiffés, tout et tout. Avoir aussi un moyen de locomotion. Voilà. Donc, si on sait qu'on doit aller à un entretien, on doit préparer quel est l'engin que je vais prendre pour pouvoir aller. Voilà. Si c'est la veille, on doit appeler un ami pour dire, il faut me prêter ta moto et qu'on n'a pas de moto, c'est compliqué. On doit découper et ensuite on arrive en retard à l'entretien, c'est déjà un problème. À quel on doit se réveiller, la distance de l'entretien, comme on doit même se préparer, est-ce qu'on doit manger avant de partir. Tout ça, c'est des choses qu'il faut préparer avant l'entretien. Il peut arriver qu'on doit vous recevoir à 8 heures, mais vous allez aller, on va vous recevoir à 15 heures. Donc, il faut se préparer psychologiquement avant l'entretien. Pendant l'entretien, il faut avoir un comportement exemplaire, être courtois, respectueux, attendre d'avoir la parole pour répondre. Noter les questions et répondre avec conviction et assurance. On dit entretien, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. Donc, montrez aussi à votre interlocuteur que vous êtes quelqu'un aussi donc de poser. Si vous sentez que les questions vraiment sont très échelonnées de façon accélérée, dites s'il vous plaît, est-ce que j'ai la possibilité de prendre les questions et ensuite les répondre? Vous allez discuter. Ça montre aussi d'un côté aussi que vraiment vous êtes quelqu'un d'organisé. Donc, ce n'est pas mauvais de toujours proposer, ah, est-ce que je peux écrire pour pouvoir répondre? Ça vous permet vraiment de vous concentrer. Si vous avez cette capacité aussi de pouvoir retenir, c'est la bienvenue. Ensuite, après l'entretien, il faut faire aussi une auto-évaluation. Qu'est-ce qui a marché pendant l'entretien? Quelles sont les questions que j'ai bugué? Comment pouvoir me préparer pour éviter ces mêmes erreurs-là aux prochains entretiens? Il faut rester aussi à l'écoute. Rester à l'écoute, déjà, ça permet donc d'avoir donc des zones positives. Quand on se dit j'ai postulé, j'attends forcément un retour, c'est des choses même qui attirent le positif souvent vers nous. Mais quand on dit, bon, j'ai postulé, hein, je ne sais même pas si on va m'appeler, on est négatif, on est pessimiste, on s'éloigne vraiment de ce qui doit venir. Donc, il faut toujours rester positif. Éviter de voyager souvent. Voilà. Souvent, quand on a bien organisé sa recherche d'emploi, il faut éviter donc de voyager. Parce qu'on va vous appeler. Vous dites que, par exemple, soit je suis en Côte d'Ivoire, je ne pourrais pas être là pour l'entretien. C'est assez compliqué. Si c'est un poste vraiment qui demande que quelqu'un soit là, naturellement, on va vous remplacer. Il faut aussi donc garder toujours son téléphone, les contacts qu'on a laissés sur le CV, le mail, il faut toujours checker le mail tous les jours. Aller souvent dans les spams. Il faut s'attendre toujours à quelque chose. Le téléphone, il faut s'assurer que les numéros qu'on a mis sur le CV passent. Il faut s'assurer que les référents aussi donc passent. Et les gens aussi disent qu'on ne décroche pas numéro d'inconnu. C'est des choses qu'on a à la recherche d'emploi qu'il faut éviter. Tu ne peux pas être à la recherche de quelque chose et tu dis que toi, tu ne décroches pas le numéro d'un inconnu.
Par quel moyen vous voulez que l'inconnu là vous appelle? Ça, c'est des choses on a vues sur le terrain, qu'on voit très souvent, où on dit, c'est nous-mêmes en tant que euh, 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 au chômage, c'est nous, le recruteur lui-même, il doit pouvoir nous appeler. Non, si c'était sérieux, il allait m'envoyer un mail. Non, chaque entreprise a le libre choix de vous appeler, de vous envoyer un message. Toujours est-il que c'est de faire attention et ensuite de voir réellement la suite. Voilà. Et enfin, il faut continuer la quête de stage et toujours donc de l'emploi en étant donc à la recherche donc de ce qu'il y a de mieux. Alors, les questions qui reviennent fréquemment donc à l'entretien, voilà, parlez-moi de vous. Voilà, parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous, ça signifie donc qu'il faut parler, en gros, de se faire une présentation succincte de sa personne, de son parcours de façon objective, et aussi donc de parler en quelque sorte donc de votre aptitude, vos compétences que vous aviez en lien avec le poste, que ce soit vos compétences managériales, leadership, gestion donc d'équipe, vos compétences techniques, vos compétences en oratoire, c'est de parler donc de vous, votre capacité en lien donc avec l'emploi. Vos forces et vos faiblesses, c'est des choses que vous devrez vous préparer. On va vous demander quelles sont vos forces, monsieur Sanou. Quelles sont vos forces? Quelles sont aussi vos faiblesses? Votre prétention salariale, c'est des choses aussi donc qu'on demande. Pour la technique par rapport à la prévention salariale, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a un allié qui est là, qui est l'inspection du travail. L'inspection du travail, tout est déjà donc encadré. Si vous avez un entretien dans tel jour, appelez-les. J'ai postulé à une offre d'emploi où on a demandé la licence ou dans tel domaine d'activité. Donnez-moi une marge salariale. Tout est déjà encadré. Pour les ouvriers, tout est déjà encadré. Pour une personne qui a le doc de licence, master, doctorat, tout est déjà encadré. En fonction de ça, ça vous permettra vraiment de voir une plage pour pouvoir proposer. À défaut de ça, appelez donc des mentors, des personnes, vos dévanciers. On m'a appelé pour un poste de superviseur HSE. Si on me demande la prétention, ça sera de proposer quelle fourchette. Si vous n'allez pas aller avec un chiffre fixe, allez avec une fourchette. Bon. Et pour la manière donc de parler, ne dites pas, bon, on dit, monsieur Sanou, votre prétention salariale. Bon, en ce moment, dans le cœur de monsieur Sanou, ah, si je dis ça, il va dire c'est beaucoup. Si je dis petit aussi, c'est pas bon. Donc, il faut toujours aligner un salaire en lien avec vos tâches. Ça, c'est les techniques qu'il faut pouvoir avoir. Voici mes tâches, monsieur, et soyez franc. Voici mes tâches. Et quand je regarde, par exemple, les exigences liées aux tâches qui me seront affiliées, je dois me déplacer. On me dit on a besoin d'un superviseur HSE pour une entreprise de BTP. Je dois superviser au moins 5 sites ou 10 sites même à Ouagadougou qui sont séparés. Donc, si je dois me déplacer, la moto, tout et tout, on essaie de faire un petit calcul. Si je dois louer une maison, je dois faire ci. Donc, essayez déjà de voir quelles sont vos différentes tâches d'abord. Et ensuite, maintenant, dites, bon, conformément en tout cas au personnellement et va me permettre aussi de pouvoir contribuer donc à votre objectif. Donc ça, c'est des techniques pour pouvoir proposer une prétention salariale. Que savez-vous de l'entreprise ou du secteur d'activité? Donc on en a déjà parlé, il faut faire des recherches. Pourquoi devrons-nous vous recruter? Donc il faut donner, mettre en évidence vos atouts qui vous distinguent donc de vos adversaires. Quelles sont vos motivations? Que pensez-vous nous apporter à l'entreprise? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Le salaire ou les missions? C'est toujours le salaire, mais il faut trouver le juste milieu entre les deux. Comment pensez-vous compenser votre manque d'expérience? C'est des choses aussi qui arrivent. Il ne va pas falloir avoir des arguments solides pour dire que, certes, voilà, je n'ai pas d'expérience, mais je suis quelqu'un déjà, j'apprends très, très vite. Et récemment, dans mes récents postes, j'étais déjà confronté donc à des tâches, à des activités auxquelles je n'avais pas d'expérience, mais par ma capacité déjà à pouvoir me familiariser déjà à tout milieu professionnel, j'ai réussi déjà à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça, à faire ça, à faire ci. Donc, c'est des choses aussi qu'on peut. Comment gérez-vous déjà les critiques? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Même si vous devez vous aspirer à être à la place de celui-là qui vous recrute, ne dites pas, oh, je sais pour vous remplacer votre place. Voilà, c'est des choses qui ne se disent pas. Combien de temps pensez-vous travailler? En tout cas, voilà, le plus longtemps possible, tant que les valeurs de l'entreprise s'alignent aussi, ou encore tant que mes valeurs aussi vont s'aligner aux valeurs de l'entreprise.
voilà, la collaboration se fera. Parce que il faut savoir que toujours, la même manière que l'entreprise recrute, certes, vous êtes à la recherche d'emploi, mais l'entreprise aussi exprime un besoin. Donc, l'entreprise n'est pas le bon samaritain. Donc, restez toujours aussi dans votre position. Êtes-vous prêt à travailler en équipe sous pression? Oui, naturellement. Et puis, argumenter. Êtes-vous prêt à faire passer les intérêts de l'entreprise avant les vôtres? Voilà, à quel moment pensez-vous avoir réussi une mission? Donc, on en a donc plusieurs points. Et donc, la recherche d'emploi passe par l'observation rigoureuse des éléments subventionnés, voilà, dans ce qu'on a vu. Et cela permet au candidat d'optimiser ses chances de recrutement et son insertion donc socio-professionnelle. Donc, voici un peu, voilà ce qu'on devrait partager. Est-ce que, rapidement, il y a des questions avant donc de revenir sur le CV particulièrement? Questions avant de passer sur le CV rapidement? Est-ce qu'on me reçoit avant qu'on ne poursuive? OK. Monsieur Badou, vous, 5 sur 5. Merci, M. Kassoum. Alors, donc, on avait parlé tantôt. Oui, M. Drabo a la main levée, allez-y. Oui, pour moi, c'est côté la prétention salariale. Oui. Voilà, donc à ce niveau, si toutefois on n'a pas une idée sur le salaire, voilà, qui est octroyé peut-être au poste que nous devrons occuper, quelle réponse on pourra donner par rapport à cela? Souvent, on aime dire que je vais me conformer aux grilles salariales. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Si toutefois on n'a pas une idée du salaire, peut-être qu'on doit percevoir. Est-ce qu'on pourra proposer une autre réponse qui serait acceptable? Oui, monsieur Drabo, c'est ce qu'on a dit. Voilà, peut-être le réseau buguait. C'est ce qu'on a dit. Déjà, la technique, il y a l'inspection du travail qui est là. Toutes les grilles sont déjà là. Pour quelqu'un, un ouvrier journalier, il y a quand même la grille salariale qu'il peut percevoir par jour. Si c'est quelqu'un de bac, niveau bac, doc 2, licence, master, tout est déjà là. Si on vous appelle pour un entretien, on vous informe toujours de la date. Au minimum, appelez l'inspection ou allez à l'inspection du travail. Bonjour, je m'appelle tant, 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 tant. Je suis venu me renseigner. Ce n'est pas toujours mauvais. Ah, vraiment m'appeler pour un entretien. Pour tel poste, voici le profil recherché. Et donc, pour la prétention salariale, je veux faire des recherches, voir quels sont les salaires qui s'alignent à quelqu'un qui a HSE qui a un niveau de licence. Ils vont vous dire, niveau de licence là, voici les grilles tarifées qui sont là au niveau national. Niveau de licence, par jour, par exemple, on doit le payer soit 10 000, 12 000. Je pense que ces tranches-là sont déjà connues. 10 000, 12 000. Vous allez faire une extension sur les 40 heures par semaine, par mois. Ça vous permet de variable donc du mois. Ensuite, maintenant, c'est à vous de voir une fourchette. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'appeler, on a parlé de réseautage, c'est d'appeler les aînés, des dévanciers dans votre domaine pour dire, ah, on m'a appelé pour un entretien. Et quand vous êtes des aînés, essayez de me dire, pour un poste de superviseur chez cela, combien je dois prendre. Monsieur Nikema, il va vous dire, bon, si c'est un BTP, posez 500 000. Parce que c'est les gens aussi. Mais si vous dites, par exemple, je vais m'aligner à votre prétention salariale, il faut savoir que chaque entreprise, pour chaque profil recherché, les calculs sont déjà faits avant même de recevoir le travailleur ou encore le candidat. Parce que chaque entreprise, on a ce qu'on appelle la masse salariale que souvent on ne doit pas dire. Donc, si un créneau, on va dire attention, ça tout dépend vraiment de l'organisation interne de l'entreprise. Votre masse salariale, par exemple, ne doit pas dépasser, par exemple, 100 millions. Donc, on va toujours s'aligner. Donc, on va bon, il faudrait qu'on le paye maximum 100 000. Ensuite, le salaire, ça se discute parce qu'on a dit un entretien, ce n'est pas un dialogue. Raison pour laquelle il faut se mettre à. C'est vrai, on est au chômage, mais c'est parce qu'on a besoin de nous qui nous appellent. Donc, eux, ils ont déjà proposé. Si vous venez, vous dites que bon, je vais m'aligner, ils vont dire OK. Donc,
à la recherche chez vous, on peut diviser par 2. Et si par la suite, vous voyez que vos collègues s'en sortent mieux, il y a des gens, par exemple, qui aujourd'hui sont dans des emplois où leurs collègues, ils font le même travail, mais ils se plaignent. Mais c'est toi-même qui as beaucoup de salaire. Voilà, donc, monsieur Drabo, voici les techniques. Ou des dévanciers du travail, ou même faire Ok, des recherches. j'ai bien compris. Ah, merci, Voilà, merci. merci. Alors, donc, on va rédiger donc le CV qui fait partie des écrits professionnels. On met l'accent déjà sur le CV parce que déjà, le CV, déjà, il permet donc de nous présenter. Parce que de la même manière que physiquement, le premier élément déjà qui permet donc de tirer l'attention donc de l'employeur, c'est notre CV, c'est le CV qui parle pour nous, qui va représenter donc par son contenu, le parcours, les compétences, les valeurs et aussi l'expérience même du candidat. Alors donc, pour susciter déjà de l'intérêt, aujourd'hui, beaucoup parlent, aujourd'hui, on a plusieurs logiciels. Je vais parler déjà de la forme ou du fond. Les CV aujourd'hui ils répondent déjà au profil passe-partout. C'est des CV rédigés à la main, sur Word, sur une feuille. C'est beaucoup plus rédigé à la main. Ça apporte beaucoup plus de crédibilité de un. Ça apporte aussi donc beaucoup plus donc de contenu. Parce qu'aujourd'hui, pour de très grandes entreprises ou pour un seul emploi, on peut avoir 1000 candidats, 2000 candidats. Ce n'est pas des hommes qu'on va prendre pour pouvoir checker ces 1000 candidats-là. C'est des logiciels. Et ces logiciels-là fonctionnent donc à travers donc des codes. Ou les CV aujourd'hui que les gens conçoivent avec toutes les couleurs numériques dans les cyber, ce sont des logiciels ce sont des CV que ces logiciels-là ne peuvent pas capter. Et donc, l'idéal, c'est de faire un CV rédigé de façon manuelle sur Word, bien, avec beaucoup de contenu. Ça, c'est en tout cas l'idéal. D'autres aussi peuvent passer parce qu'on a beaucoup de profit donc, de l'entreprise. Alors, donc, dans la rédaction donc, du CV déjà, il faut rester clair, concis donc, et précis. Parce que les employeurs, comme on le dit, ils n'ont pas forcément donc, le temps. Il y a des éléments accrocheurs même qu'ils recherchent donc, dans le CV. On ne va pas regarder tout le CV. S'il a au moins 200 candidats, même si nous-mêmes souvent, je le dis souvent, souvent nous-mêmes mettons-nous à la place d'un recruteur. Ou tu as tu as ton entreprise, je ne dirais pas petit, tu as ton restaurant, tu veux des serveurs. Tu as au moins 100 personnes qui, aujourd'hui, allez-y par exemple sur les plateformes de recherche d'emploi, publiez, je recherche un serveur. Vous allez voir combien de personnes vont vous écrire sur WhatsApp. Faites ce test-là, vous allez voir comment c'est fatigant. Donc, vous-même, mettez-vous à la place du recruteur. Donc, on ne passe pas assez de temps. On regarde déjà le contenu, déjà la forme. La forme des écrits professionnels, on va vous dire, pour pouvoir postuler au poste, voici les différents documents qu'on veut. On veut un dossier unique, un fichier unique qui sera composé du CV, la lettre de motivation, ensuite une lettre de recommandation, une copie donc de la CNIB. Donc, dans la forme déjà, il faut respecter le caractère écrit qui est mis dans le poste. Si on dit le CV, le curriculum vitae, écrivez curriculum vitae. Ne venez pas après. Le CV peut avoir plusieurs interprétations. Donc, faisons l'effort souvent. Ça, c'est dans la forme. Aujourd'hui, quand vous demandez beaucoup de personnes d'envoyer leur CV, vous allez voir, c'est abrégé CV tiré. Mais CV, ça signifie beaucoup de personnes. Déjà, la forme montre que la personne même n'est pas sérieuse. Même si à l'intérieur, il peut être sérieux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on écarte dans le processus même de recrutement beaucoup de candidats compétents, mais simplement, ils sont désorganisés. Donc, mettez curriculum vitae, tirez votre nom, Drissa Traoré, tirez superviseur QHSE, le nom du poste, tirez si vous voulez encore le nom de l'entreprise dans laquelle vous postulez. Déjà, quand ils reçoivent le mail, la forme déjà les attise. Celui-là, c'est quelqu'un qui est très organisé. On voit son nom. Ça le différencie même des autres postulants en même temps. On voit, lui, là, c'est pour le poste. Parce qu'il y a des gens qui attendent, ils attendent une référence, par exemple, de telle entreprise, et il va lancer des candidatures spontanées. Mais quand on voit que, par exemple, c'est pour tel poste, directement, le logiciel directement peut vous capter, ou même si c'est une personne non humaine. Donc, dans la forme, il faut respecter les écrits. De la même manière que c'est la lettre de motivation,
LM, non, mais écrivez lettre de motivation. Donc, ça, c'est un peu donc, la forme. Maintenant, c'est dans le fond maintenant. Donc, quand on finit déjà de rédiger le CV, il faut le lire plusieurs fois. On peut lire le CV plusieurs fois. Ensuite, on peut amener aussi donc chez des personnes, chez des aînés aussi, à avoir un regard extérieur. Parce que souvent, si nous mettons nos propres choses, il y a des choses aussi donc on ne peut pas prêter attention. Donc, il est toujours important non, de regarder, ah, monsieur Ada, monsieur Drissa va dire, ah, monsieur Ada, vraiment, j'ai fini mon CV. Regardez voir, est-ce qu'il y a des fautes? Est-ce que vous-même, en tant que recruteur, ça serait un bon? Donc, on a toujours un CV qui va représenter une banque de données. Ensuite, maintenant, lorsqu'on a une offre d'emploi qui est là, on va regarder les exigences de l'emploi. On dit qu'on a besoin d'un superviseur QHSE. Il faudrait qu'il arrive déjà à animer les toolbox, il sache faire l'injection, il sache faire rédaction des rapports. Il faudrait que tous les éléments doivent pouvoir être contenus donc, dans notre CV. Toutes les conditions du poste auquel on veut postuler, ça doit. Donc, on a un CV de base. On veut postuler. Il faudrait qu'on essaie de retravailler le CV de base. On ne doit pas avoir un CV standard pour postuler pour n'importe quel type de poste. Non, le poste a sa spécificité. Il y a telle technique qui doit pouvoir ressortir. Vous prenez l'offre d'emploi, par exemple, et vous regardez, par exemple, les spécificités. C'est des choses aussi qu'on pourra donc revenir. Donc, l'orthographe, tout ça, c'est des choses que vous pouvez revenir. Limitez-vous à 5 pages. Les expériences de travail plus anciennes datant de plus de 5 ans devraient être omises ou résumées. Et donc, vous allez voir, si on veut recruter quelqu'un en tant qu'HSE, votre expérience en tant que serveur, tout ça là, c'est des choses qui ne sont pas en lien avec le poste. Il faut les retirer du CV. Mettez votre profil qui sont en lien avec le domaine d'activité. Mais si on va parcourir, on voit un CV qui vient de 10 pages, mais on va regarder. Il a été délégué de promotion, tout ça là, c'est là. Il a été superviseur de classe, tout ça là, c'est là. Il a été serveur, ça est là. Il a été maçon, tout ça. Non. Enlevez tout ce qui ne va pas avec le poste et gardez tout ce qui est en lien encore avec le poste. Faites ressortir déjà vos accomplissements. Quand on dit accomplissement, il faut toujours voir. Côté expérience professionnelle, c'est des choses qu'on va revenir là-dessus. Expérience professionnelle. Telle date à telle date, j'ai été superviseur QHSE dans telle entreprise. Quelles sont les tâches que j'ai réalisées? C'est des choses qui doivent pouvoir ressortir dans un CV. Voici les tâches que j'ai réalisées. Quand le recruteur prend, waouh, voici les tâches que la personne a réalisées. À travers ces tâches, on arrive à des accomplissements. J'arrivais à animer un toolbox devant 300 personnes. Il a cette capacité-là déjà de pouvoir parler déjà devant plusieurs personnes déjà. Donc, il faut faire ressortir ces accomplissements. J'ai géré un projet où j'ai géré donc des équipes de 30, de 50 personnes. Ça met en de gestion d'équipe. Il faut toujours avoir, mais quand on voit de telle année à telle année travailler ici, point, de telle année à telle année ici, non. Tout cas, sont les tâches que vous avez réalisées. Parce qu'on peut voir, par exemple, quelqu'un a été responsable HSE, mais les tâches qu'il a réalisées là ne sont rien comparé à quelqu'un qui a été supervisé à HSE dans un autre environnement. Mais les tâches, mais si on se limite au poste responsable supervision, on va dire, waouh, celui qui était responsable HSE, il a beaucoup plus d'expérience. Et non, il a été responsable HSE, mais il gérait peut-être uniquement la santé-sécurité. Mais l'autre, il était superviseur HSE, il a géré la qualité, il a géré la santé-sécurité, il a géré l'environnement. Donc, si vous ne mettez pas les tâches réalisées, vous diminuez déjà vos chances même face aux recruteurs. Quantifiez vos réalisations, donc c'est la chose déjà qu'on a déjà dit. Soyez aussi humble. Ne soyez pas aussi exagéré donc, dans votre niveau de compétence pour montrer des choses que vous n'êtes pas en mesure donc, de faire, ou même souvent pour pouvoir tromper l'employeur. Soyez sobre face à ce que donc, vous proposez. Parlez uniquement de ce que vous avez appris, votre expérience, votre capacité. N'exagérez pas. Si on recherche un bilingue, vous mettez vous êtes bilingue, vous maîtrisez l'anglais, pourtant vous ne le maîtrisez pas, c'est l'anglais de l'université. C'est les choses, il faut rester toujours sobre et humble. Ensuite, utilisez des mots simples et des verbes actifs. Exprimez-vous dans un langage clair, simple. J'ai dirigé avec toujours des verbes donc d'action.
J'ai géré, dirigé, développé. Ne personnalisez pas vos CV pour dire je. Et allez-y toujours avec les infinitifs. Faites valoir aussi vos expériences de bénévoles qui utilisent vos compétences. J'étais ça, mais dans mon parcours, par exemple, j'ai été délégué de promotion. J'ai géré des associations. J'étais, par exemple, chef de telle chose, d'autres choses qui peuvent être en lien avec le poste. On va voir que peut-être vous avez cette capacité, par exemple, de gérer des associations, etc. Ça peut être un élément donc déclencheur souvent. Vérifiez vos coordonnées, mettez-les en évidence. À la première ligne même, il faut que les coordonnées. Rassurez-vous, souvent, on voit au lieu de 5, c'est 6. Il faut bien vérifier les coordonnées. Bien vérifier donc le mail aussi. C'est très, très important. Ce qu'il faut éviter, c'est l'adresse courriel farfelue. Vous allez voir, par exemple, je prends un exemple. Hein. Vous allez voir généralada@gmail.com. Non, ça ne reflète pas un CV, une adresse mail professionnelle. Mettez tout votre nom. Donc, et soignez même votre adresse mail. Soit ADA, votre prénom, un chiffre, je ne sais pas, professionnel. Vous-même, souvent, mettez-vous aussi à la place même du recruteur. Voilà. Renseigner personnellement aussi, donc quoi, les renseignements personnels superflus, c'est des choses aussi qui ne doivent pas être là. Dans un contexte, ça peut être à votre avantage. Dans un autre contexte, ça peut être à votre désavantage, tel que votre poids, votre taille, votre état civil. Je suis marié ici, célibataire. Il y a des postes qu'on veut où on a besoin de quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui va aller comme Silga, qui va aller à Réo, qui va aller gérer nos projets. Et s'il est marié, lui, là, il va pas, il sera, alors, au début, par rapport à l'emploi, il va accepter. Mais après, il va dire non, que lui, il est marié, il y a sa famille aussi qui est là. Donc, ça sera des choses qui vont revenir après. Autant on va investir dans un processus de recrutement parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est que chaque processus de recrutement est pris. Parce que quand on lance un recrutement, les RH vont sauver leur travail par rapport au recrutement. Donc, si c'est soit pour des projets, on va faire des pauses café pour eux. Donc, c'est très coûteux l'entreprise. Et donc, si on finit de faire tout ça, on a un mois, 3 mois après. C'est comme si même on a. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup vont plus avec le. J'appelle en même temps celui qui me l'a envoyé. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Croyances religieuses, ça peut être à votre avis, oui, mais ça peut être aussi donc à votre désavantage. Il y a des postes où, par exemple, on cherche quelqu'un qui est quasi, on va dire, les célibataires généralement. Donc, il va rester ici, il va jouer la main, il va la mettre, et puis bon, si c'est il va dans une autre entreprise. L'homme marié, il est stable. Il sait que s'il fait telle chose, il a des maisons à payer. Une famille. Donc, souvent, c'est des choses qui peuvent être à votre avantage, qui peuvent être aussi donc à votre désavantage. Donc, c'est des choses que ça, chacun le voit. La photo aussi, si vous voulez mettre une photo, ça peut être à votre avantage comme à votre désavantage. Et tout dépend du poste où vous voulez postuler. Une bonne photo soignée, ayez toujours un regard extérieur. Est-ce que ma photo là, quand on me dit regarde là, j'inspire confiance. Parce que tout dépend du physique. Il y a les photos, quand tu vois, tu sais que lui là même, c'est quelqu'un qui ne peut pas assumer certaines responsabilités. Donc, quand vous prenez des photos, appelez d'autres personnes pour voir réellement si ça peut augmenter donc votre chance. Si c'est possible, vous le mettez. Si c'est pas possible, pas. Si on vous a pas la chercher, vous pensez en portant le casque, les épées, ça peut refléter que c'est quelqu'un déjà qui peut être facilement sur le terrain. Bon, pourquoi pas? Ensuite, faciliter la lecture de votre CV. L'énumération, tout et tout, les sous-sections, il faut faire de façon simple, 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 simple surtout. Les pronoms personnels, je, moi, ça montre que vous êtes personnel, quelqu'un de solitaire. Dans l'entreprise, donc, cherche toujours que l'équipe avance. Parce que aussi compétent soit-il un travailleur, s'il n'arrive pas à intégrer l'équipe, il va tirer même l'objectif vers le bas. Donc, il faut juste les titres du poste pour le CV. Il faut rester quand même précis sur tout ce qui va avec. Les références, toujours, il faut appeler, il faut informer les référents. Ah, monsieur Nikema, je vous ai mis comme référent dans mon CV. Donc, il se peut qu'on vous appelle
tel jour, tel jour, tel jour, ou je ne sais pas, mais informer toujours. Parce que souvent, on n'est pas informé. On est dans notre mauvais soir, on nous appelle, bonjour, il y a telle personne. Bon, souvent, quand la manière même n'y est pas, ça peut contribuer donc à votre désavantage. Donc, il faut toujours informer à telle personne, parce que vous prenez une personne qui a beaucoup de références aussi, c'est souvent compliqué. Ou on donne le prénom, vous ne connaissez pas la, parce que les RH sont très stratégiques souvent. Ils voient que c'est Drissa Traoré, ils vont appeler, bonjour, monsieur Barreau. Voilà, on a laissé Drissa. Drissa, c'est qui? Je ne connais pas un Drissa, hein. Voilà, donc c'est les choses, il faut toujours informer. Les loisirs, les passe-temps, naviguer sur le net, les WhatsApp, bois de nuit, c'est des choses aussi qu'il faut éviter. Voilà, donc voici un peu ce qu'on devrait voir par rapport donc au contenu donc sur le CV. Les écrits professionnels, les lettres de motivation génériques, vous en aurez, voilà, vous en aurez. Voici comment ça est, stagiaire, tout et tout. Mais c'est des choses que vous-même, vous pouvez rédiger. Le plus important aujourd'hui, c'est de ne pas aussi oublier l'utilisation donc de l'IA. Comme un allié s'est arrêté, fenêtre partagée a été fermée. OK. Je reviens par rapport à l'IA parce que c'est des questions des gens qui reviennent très, très fréquemment. Est-ce qu'on doit pouvoir composer avec l'IA? L'IA, c'est un allié. Mais nous, on doit utiliser l'IA comme une aide, pas comme quelque chose déjà qui va tout faire pour nous. Non. Si je veux postuler une lettre de motivation dans telle entreprise, je peux prendre toutes les références, toutes les exigences liées au poste, faire un copier-coller pour revenir m'asseoir, pour essayer de rédiger ma lettre de motivation en fonction du descriptif même du poste. Et ensuite, je vais dire à IA maintenant, faire le copier-coller, envoyer à IA pour dire, ah IA, je dois postuler à tel poste, voici les exigences du poste, voici la lettre de motivation que j'ai écrite. Toi-même, en tant que recruteur, quels sont les éléments que tu peux corriger et quels sont donc les autres éléments que tu peux m'aider à pouvoir bonifier la lettre de motivation. L'IA va faire des suggestions, ensuite on va réintégrer. Mais quand on s'assoit par exemple dans l'imaginaire pour dire, je veux postuler à une entreprise de BTP, propose-moi une lettre de motivation, c'est très vague. En ce moment, l'IA ne sera pas précis. Elle pourra donner donc des informations, c'est qui après lecture, ou soit on a fini de postuler, on se rend compte que l'IA s'est trompée. Donc c'est de bien l'utiliser dans la recherche donc, de l'emploi. Ensuite, modèle de CV. On a déjà conçu un modèle donc, de CV. À chacun de pouvoir l'utiliser. Et on va le parcourir rapidement, vous allez peut-être voir. Voilà. Curriculum vitae. Ce n'est pas obligé de mettre curriculum vitae parce que quand on voit directement, tout le monde sait que c'est un curriculum vitae. Dans la forme, pour tous ceux qui veulent utiliser ce modèle générique-là, s'il vous plaît, changez la forme. C'est le contenu qui nous intéresse. Parce que si on lance un recrutement d'HSE et qu'on voit que tous les CV qui viennent, c'est à peu près les mêmes choses, on dira que, attention, tous ceux qui viennent de ISK, là, c'est un copier-coller. Donc, prenez le contenu et chacun doit faire sa mise en forme à lui-même. La couleur, mais vous allez voir plusieurs CV viennent, c'est les mêmes couleurs. Donc, ça fait que nous-mêmes aujourd'hui, on hésite même à pouvoir donner aux gens. Donc, le nom, le prénom, la profession. Si vous voulez postuler un poste de superviseur QHSE, montrez que vous êtes un superviseur QHSE. Quand le recruteur tombe, il ouvre, il voit que c'est superviseur QHSE. Ah là, ce profil m'intéresse. Mais on veut que superviseur QHSE, vous venez mettre géologue. Ce n'est pas un lien. C'est des choses même qu'on passe à côté rapidement. Voilà, donc soyez frappant, précis, concis. Compétences et qualifications. Donc, on l'a déjà mis. Quelles sont vos compétences? Chacun lit et chacun voit déjà ce qu'il maîtrise, ce qu'il ne maîtrise pas, il enlève. Toujours est-il que ça fait partie donc de votre CV. S'il arrive qu'on vous pose une question sur ce que vous-même vous avez écrit et que vous n'arrivez pas à parler, c'est à votre désavantage. Donc, bonne connaissance des normes ISO. On va voir les normes ISO. Voilà. En tant que QHSE, on doit pouvoir déjà connaître. Capacité à évaluer les risques, c'est des choses qu'en tant que QHSE, tout le monde doit connaître. Grande capacité de mise en place d'un plan de prévention, oui, naturellement. Bonne connaissance des audits QHSE, si ça semble être ambigu, vous l'enlevez. Bonne connaissance de la prévention, le SIMDUT. On va vous demander les abréviations. Oui, monsieur Traoré, SIMDUT, ça signifie quoi? Vous ne connaissez pas. Pourtant, c'est dans votre CV. Il y a problème. Donc, maîtrisez votre CV. Lisez votre CV. Maîtrisez tous les thèmes, les abréviations. On va dire que QHSE signifie quoi? Vous ne le connaissez pas. Il y a un problème.
Voilà, donc tout ce que vous mettez dans votre CV, il faut pouvoir le connaître. Travail en hauteur, on va vous demander le travail en hauteur, c'est quoi? Le travail en espace clos. Quelles sont les conditions pour que un travail soit, un espace soit reconnu comme clos? Comment quelqu'un déjà, vous aurez des certificats, des attestations sur le secourisme. Quelqu'un qui ne respire pas, qu'est-ce qu'on doit lui faire? C'est des questions qui peuvent venir rapidement. Donc, toutes les qualifications, les compétences, voyez ce que vous ne connaissez pas, faites des recherches. Sinon, aussi, il faut les enlever. Capacité à dispenser des formations. Si vous savez que vous n'avez pas la capacité, il faut l'enlever. Si vous êtes déjà dans l'enseignement et que vous savez, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Formation académique, voilà comment ça se passe. Depuis novembre à tel, j'ai fait une formation en superviseur. Si c'est la licence, tout ça, il faut les échelonner. Voici comment ça doit pouvoir donc se faire. Si vous avez d'autres formations, il faut pouvoir donc commencer déjà par vos diplômes d'État reconnus. Ensuite, maintenant, viendra donc les autres formations donc de base, année par année, la formation et quelle qualification donc vous avez obtenue. Ensuite, les autres formations, tous les certificats que vous avez eu à ISK, certificat de formation sur le forage dynamitage. On va vous poser quels sont les éléments de base pour pouvoir faire la foration ou le dynamitage. Vous ne connaissez pas. Formation sur le SIMDUT. Le SIMDUT, c'est quoi? Vous ne connaissez pas. Le travail en hauteur, l'espace clos, la lutte contre l'incendie, vous ne connaissez pas. On va vous demander le triangle de fer constitué donc de 3 éléments, lesquels vous ne connaissez pas. Donc, c'est les choses qu'il faut pouvoir maîtriser. L'expérience professionnelle, de telle année à telle année, ici, on a mis accompagné. Si pour ceux qui ont déjà fait des stages, donc il suffit de mettre simplement le nom de l'entreprise et toutes les tâches, essayez de voir ce qui vous semble être compliqué, vous l'enlevez. Et ça fait partie donc des activités que vous avez réalisées. Sinon, pour ceux qui iront sur le terrain, après déjà ce terrain, ils peuvent prendre pour faire un copier-coller, mais toujours en lisant toutes les choses superflues, donc c'est de pouvoir donc les retirer. Donc voici comment le CV se prépare, chose qu'on disait. Activités réalisées. Quelles sont les activités que vous avez réalisées? Tenir les menus de sécurité. Le recruteur sait que déjà vous avez la capacité donc de tenir donc les menus de sécurité. Donc, voici un peu. Ensuite, autre atout, quels sont vos atouts? Est-ce que vous êtes dynamique? Est-ce que déjà vous avez votre capacité de vous adapter au changement de travail? Essayez de voir ce qui va avec vous, mettez, sinon vous enlevez. Autre formation professionnelle, extra, s'il y en a, vous les mettez. Connaissance des langues, mettez les niveaux de base. Si anglais c'est niveau basique, mettez basique, ne mettez pas excellent. On arrive, on vous demande casque en anglais, c'est un problème. Les outils informatiques, Internet, Word, Excel, PowerPoint, c'est des choses que minimum il faut de connaître. Et les recrutements, où on demande au HSE, si on veut que vous gérez les tableaux de bord, on va vous demander de concevoir un tableau de bord. En 5 minutes, vous êtes là, vous êtes bloqué. Donc, c'est des choses qu'il faut connaître. Connaissance de certains logiciels, s'il y en a, vous le mettez, sinon vous l'enlevez. Les passions, soyez sobre. Et les références surtout, allez-y avec les références. Vous pouvez intégrer M. Nikema, mais c'est aussi donc de l'informer. Voilà, voici comment les références se font. Fait à Ouagadougou, vous mettez la date, vous signez. Un CV qui n'est pas signé, c'est un CV qui n'est pas valide. Donc, voici un peu ce qu'on devrait voir concernant donc, le cours d'aujourd'hui. Donc, toute la documentation donc, vous sera donc envoyée. Voilà. Question pour terminer. La lettre donc de demande de stage. Pour tous ceux qui veulent aussi des lettres de recommandation, voilà, ils peuvent exprimer donc le besoin. Et puis, ça va venir. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Question sur le module d'aujourd'hui. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que le prochain rendez-vous, ça sera dimanche. Et déjà, pour le programme en ligne. Bonsoir. Oui, monsieur Zabadama, allez-y. Bonsoir, monsieur Baro, et bonsoir à tous. J'ai une question Oui. concernant le CV et la lettre de motivation en tout. Et Allez-y. d'abord pour un stage,
Pour un recrutement, on veut des superviseurs QHSE. Oui. Le CV est fait de telle sorte pour que ça soit uniquement un superviseur QHSE, n'est-ce pas? Et y compris les formations. Genre, moi, j'ai fait la géologie. Donc, dans le CV, je dois mettre, voilà, ma formation en géologie. Et bon, les expériences et tout, c'est uniquement en QHSE. Et la lettre de motivation est uniquement en santé, sécurité, qualité et tout. C'est N'est-ce ça. pas? C'est ça. Voilà. Voilà. Maintenant, si j'ai un poste où, bon, généralement dans les mines, on peut dire qu'on a besoin d'un géologue qui maîtrise les règles de santé, sécurité, tout. Maintenant, au niveau du CV, je mets géologue et superviseur QHSE ou bien, euh, bon, je mets géologue seulement et au niveau des compétences maintenant, je dis avoir maîtrisé les règles de santé sécurité. Ou bien, Voilà, donc je vois que vous-même venez de répondre à votre question. Le plus important, c'est d'adapter le euh, CV aux exigences du poste. En descriptif directement, on recherche qui? On recherche un géologue. On n'a pas besoin d'un superviseur QHSE. Si vous êtes géologue, on recherche un géologue. Vous venez mettre géologue oui, superviseur QHSE. Pour d'autres côtés, ça peut passer, comme pour d'autres côtés, ça peut ne pas passer. Donc, il faut oui, rester toujours humble dans la recherche d'emploi. On recherche géologue. Dans le premier titre, on doit voir géologue. Maintenant, dans les compétences, j'ai des compétences aussi en tant qu'HSE, voici. Dans le parcours professionnel, raison pour laquelle ce qu'on vient de partager, vous allez voir, il y a l'expérience, la formation académique. J'ai eu la licence en géologie, soit j'ai fait encore un master en sciences. On voit ça donne l'historique de votre parcours académique. Ensuite, votre expérience professionnelle aussi. L'historique avec vos expériences en lien surtout avec le poste en tant que géologue. Maintenant, si on dit il faudrait que vous ayez comme exigence des connaissances en santé et sécurité, ça peut faire ressortir. J'ai déjà fait un stage en santé et sécurité. Mon récent poste était en santé et sécurité, mais toujours en lien avec le poste. ok, ok, j'ai compris. Voilà, Merci. c'est ça. Merci. Autre question? Alors, donc pour la suite déjà des questions, plutôt programme. Déjà, il y aura tout le programme, déjà, on pourra l'épuiser. Voilà, donc la sortie, déjà, c'est prévu pour le dimanche 8. Dimanche, samedi 7, on fera donc le secourisme en présentiel. Donc, pour la suite donc, du cours, on pourra le faire sans pour autant suivre le programme, mais toujours est-il que vous serez prévenus. Voilà. En présentiel, il n'y a pas de problème parce qu'on essaie donc d'avancer en suivant donc le programme. Donc, voici un peu les informations qu'il faut. Alors, rapidement, pour terminer avec la recherche d'emploi, on est déjà à la fin. Voilà, on est déjà à la fin donc, de la formation. Donc, on a réussi quand même à faire d'avoir aussi beaucoup de choses et tous les éléments quand même pour augmenter les chances donc par rapport à l'employabilité. Mais ce que moi je dis toujours, le premier problème dans la recherche de l'emploi, c'est la psychologie. Ça dépend dans quelle psychologie on se met. Soit on est une personne, on veut rester sur l'expérience du vécu des autres, on reste dans nos zones de confort parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de travail. Nous, si on reste chez nous, on dit qu'il n'y a pas de travail. On ne va jamais avoir de travail. Il faut sortir. Allez-y, faire sa propre expérience. Il faut sortir. Si on a échoué, on a échoué. On va apprendre, on va améliorer déjà ce qu'on avait hier. Il faut aller vers les entreprises. Bonjour, je suis HSE. Bonjour, je recherche un petit contrat sur les chantiers de HSE. Bon, en attendant, comme je ne fais rien, je vais venir chaque matin m'arrêter. On ne sait jamais, on peut avoir toujours un élément. Mais si on reste dans nos zones de confort, on n'a pas de réseau, on est assis à la maison, on dit qu'il n'y a pas de travail, c'est difficile donc d'avoir quelque chose. Donc il faut sortir. Aujourd'hui, les gens aiment. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on dit, moi je crois que vraiment il y a des gens aussi qui encouragent ceux-là aussi qui se battent. Donc faisons partie aussi donc, de ceux-là qui essaient donc de leur propre chance. Voilà, donc voici un peu ce que je pouvais dire concernant en tout cas la recherche donc, de l'emploi. Donc, les questions peuvent se poursuivre après ou aux prochaines séances. Il n'y a pas de problème.
Donc, s'il n'y a pas de questions toujours, je vais vous souhaiter bonne soirée. On a beaucoup discuté. Donc, prenez soin de vous et bonne fin de semaine à tous et à toutes. Merci bien, M. Bado. Merci. Merci, M. Kwasi. Merci bien. Merci, M. Bado. Bonne soirée à vous. Ok, merci et bonne suite à vous aussi, M. Bado. Bonne soirée, M. Bado.